Salut à tous. Salut. Bon, alors, le récap de l'UFC Paris, l'UFC Fight Night 209 qui a eu lieu là à l'instant, ça vient de se finir effectivement. Donc voilà, quelle soirée. On s'attendait pas, on s'attendait pas à grand chose de cette soirée, honnêtement. Ouais. Et puis finalement, c'était top. C'était top. Ouais. Franchement, agréablement surpris. Ouais, en étant très honnête, hein, c'est vrai que quand on a vu la carte, on n'était pas super hypé. Là, on va parler juste des combattants français, parce que sinon, vous nous connaissez, on fait déjà des podcasts longs, donc là, ça va être un podcast qui va durer 5 heures. Donc on va essayer de s'attarder un peu plus sur les combattants français. On va discuter, ça va être le petit format où on en discute. Donc pour parler de cette UFC, on va commencer déjà par, avant de parler des combats, je pense qu'on va parler un peu de la promo. Et de ce en fait, pourquoi on n'était pas hypé par cette UFC, c'est parce que en fait l'UFC n'a pas véritablement, à notre sens, misé sur Paris, dans le sens où c'était cheap. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas pourquoi en termes de communication c'était cheap à la mort. Ouais, les vidéos promotionnelles là, c'était nul. Mais les vidéos, les photos, tout était nul. Ils font des photos sur le Champ de Mars. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas trouvé 2 minutes pour trouver un pecno qui est capable de retirer une meuf qui était allongée sur l'herbe. Enfin, il y a les deux combattants qui sont là. Il y a la Tour Eiffel au milieu et puis il y a Géraldine qui est allongée dans l'herbe juste à côté. Qui fait bronzette avec ses petites lunettes de soleil au calme et il y a personne qui était capable de l'enlever, quoi. Donc même le détourage, enfin le montage, on dirait que, franchement, honnêtement, quand on regarde les photos, parce que je les ai revues tout à l'heure, on dirait qu'ils ont incrusté Gane et Tuivasa sur une photo d'un touriste qui serait passé par là, quoi. Donc déjà rien que ça, moi ça me parlait pas. Le côté connivence entre les deux, ils étaient super potes et tout ça, enfin il n'y avait pas cette... Tu sentais pas d'animosité? Non. C'était détente. C'est bien aussi, mais c'était trop. Ouais, c'était trop. On aurait dit vraiment, tu sais, comme si en fait l'organisation, un club de MMA du coin avait décidé de faire un événement et puis organiser un main event comme ça entre deux mecs qui se connaissaient déjà, quoi. Tu vois, c'était un peu ça. Je préférais le Tuivasa qui disait je suis venu pour gâcher la fête, tu vois, même sans rentrer dans un trash talk ou dans une fausse guerre, mais au moins qu'il y ait un minimum, tu sais, d'animosité, de tension. C'est même pas d'animosité, mais de la tension, tu vois, pour faire monter un peu la pression. Donc déjà, ça, c'était déjà compliqué. Mais en plus, j'ai une de mes élèves qui m'a envoyé une vidéo d'un compte Twitter où ils ont fait une vidéo où ils sont là avec des fleurs en train de faire les romantiques. Et la vidéo, c'était les bachelorettes UFC Paris. C'était marqué ça à la fin. Franchement, il y avait Jourdain, il y avait qui? Il y avait Gane, il y avait Tuivasa. Vraiment tous les clichés sur les Parisiens réunis en une vidéo. Il y avait Vettori aussi. Et ils étaient là en train de sentir des roses, en train de manger des pétales, en train de cracher des pétales. Mais c'était ringard comme jamais j'ai vu pour un UFC. Donc déjà il y avait ça. La qualité du film, c'était pas fou non plus, j'ai l'impression. Enfin, nous on l'a pas vu en direct, on l'a vu là, on a payé nos petits 5 € pour regarder l'UFC. Et sincèrement, c'était pas, je sais pas. Il manquait de ralenti souvent, enfin il y avait des actions dans les interrounds, il y avait des phases que tu voulais revoir, enfin, il y avait ce côté un peu low cost. C'est le premier UFC en France. Après c'est un fight night, hein. C'est un fight night, certes, mais c'est un nouveau marché, tu vois. C'est le premier UFC en France, la salle elle est blindée, les Français ils ont joué le jeu. La salle elle était full, hein. C'est ça. Belle ambiance apparemment, nous on avait des gens sur place qui nous ont dit qui nous communiquaient sur l'ambiance, qui nous disaient qu'il y avait une grosse ambiance pendant tout l'événement. Ouais. Mais derrière ça, tu sentais que voilà, les Français ont joué le jeu. Par contre, l'UFC n'a pas joué. Et autre chose. Ils n'ont pas voulu prendre de risques en fait. Peut-être. Là, je pense que s'ils reviennent, ils vont plus miser sur la France. Ils ont vu que le public répondait vraiment présent. Ouais, non, je suis d'accord. En tout cas, espérons-le, mais c'est quand même dommage. Quand même, tu fais un premier événement comme ça, tu te dis on essaye, et puis après c'est un investissement, ça passe ou ça casse, quoi. Mais bon, on a eu aussi le droit, et ça c'était typiquement français, on a beaucoup rigolé. C'était pendant que Gane il était en train de faire son interview, il a fallu qu'il y ait un mec quand même derrière qui passe le mec. Qui passe devant la caméra. En fait, le vrai mec qui a gâché la fête, c'était lui. Comment il a pu rentrer? Déjà, non mais c'était quelqu'un du coin de Gane, je pense. Enfin, tu sais, de l'entourage de Gane. Et qui était un peu trop dans le kiff, à mon goût.
Vraiment, il n'y a que là. Franchement, on regarde beaucoup d'UFC, mais je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu ça. Il y a qu'à Paris où tu vois un truc comme ça. Ouais. C'était. Ouais. Parce que tu peux avoir un homme, tu sais, un homme de ton coin, ton coach ou un truc comme ça qui est à côté. Mais de là à avoir un mec qui. Comme ça devant la caméra, en mode. Mais c'est ça, il est à 2 doigts de prendre le micro à Bispin. Je te jure. Eh ben moi je suis à la télé, tu sais. C'est donc en France quoi. Ouais, bon, ça c'était le pour la partie. Drôle. C'était drôle. Autre chose qui nous a fait bizarre, mais ça c'était un peu valable pour tout le monde, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'était sur la gestion aussi de la carte, entre la carte préliminaire et la carte principale. Donc de savoir quel combat était choisi pour être en carte préliminaire et quel combat était choisi pour être en main carte, en sachant que l'explication, personne n'était vraiment capable de la donner. Alors ils nous ont expliqué que c'était parce qu'il fallait qu'ils payent, c'était pour inciter les Français à payer le Fight Pass, parce que la carte préliminaire elle était disponible que sur les Fight Pass. Bon, c'était quoi d'autre aussi pour le public américain, mais j'ai pas compris pourquoi le public américain, parce que le décalage horaire à 2 heures près, enfin je vois pas le problème. Comment ça pour le public américain? Soit disant que c'était pour aussi que le public américain puisse voir. Alors peut-être que pour eux c'est peut-être, j'ai pas calculé le nombre d'heures les amis, mais peut-être que pour eux tu sais c'est plutôt que la carte préliminaire passe peut-être plus tôt chez eux. Tu vois, comme nous, tu sais, et donc pour que les gens puissent regarder la carte préliminaire avec des combats plus hypants pour eux que la carte principale. Tu vois, il y avait peut-être ça, je sais pas. Mais personne n'est capable. Lopez, d'ailleurs, la transpiration en parle beaucoup, il n'a pas su expliquer véritablement le pourquoi du comment de ce choix en fait de gestion des combats. La seule bonne surprise qu'on a eue, c'est que Nassourdine il soit repassé en main card. Et ça c'était. C'était logique, en fait. Tout simplement, c'était vraiment logique. Il y avait pas de. C'est un combattant classé dans cette catégorie, dans les moins de 84. Il devait être en main card. Oui, attends, il y a un mois, il devait combattre Gastelum, mais aujourd'hui, on le met en préliminaire. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc ouais. Et puis l'autre truc aussi que j'aurais plus vu d'un point de vue logique, c'était de mettre Gomis en carte préliminaire, et de Benoît. Voilà. Parce qu'on mette Faresiam qui a été sorti du roster UFC. Bon, je veux bien. Okay. D'accord. En plus, son adversaire, c'était quelqu'un qui faisait aussi son entrée à l'UFC. Donc, c'était son premier combat, je crois, à lui. Faresiam ? Non. Son adversaire ? Ouais. Je crois que c'était son premier combat à l'UFC. Je sais pas. Bref, passons. Si vous avez l'info, précisez-nous. Mais en tout cas, bon, que lui soit en carte prélim, il revient, il doit refaire ses preuves. Pourquoi pas ? Ouais. Gomis, il vient d'arriver, il a un petit palmarès, enfin, c'est un no-name mondialement. Qu'il soit connu en France par les puristes et tout ça, oui, d'accord. Mais mondialement, c'est un no-name. Personne n'a compris. Là, s'il parle de public américain, là, personne n'a compris de faire Gomis. Aucune logique. En short notice. Le mec, il apprend il y a 2 jours qu'il va combattre à l'UFC, il est en carte principale, il est aux portes enfin, il vient de passer la porte des combattants pro. Enfin, tu vois ce que je veux dire en termes d'expérience. Donc ouais, c'était un peu bizarre. Surtout quand on connaît la qualité et la valeur de Benoît Saint-Denis qui fait des beaux combats. Il l'a encore prouvé ce soir, on en parlera. C'est plus intéressant, à notre sens, de mettre. Non, mais même en termes de palmarès, tu vois, il a été champion C'était au Brave qu'il était champion. Ouais, je crois, ouais. Donc il a déjà des titres, enfin, il est beaucoup plus connu. Oui. Même mondialement. C'était plus légitime. Bah ouais. C'était plus légitime. Donc voilà. Donc bizarre cette manière de faire et de gérer le matchmaking. Enfin, c'est le matchmaking, non, c'est pas vraiment le matchmaking, mais la gestion de la carte. Mais bon. En tout cas, on a pu réussir quand même à voir, parce qu'on a payé les 5 € du pass combat, donc on n'avait que la carte principale. On a réussi à voir après par la suite en fraudant légèrement les autres combats, même si on n'a pas le deuxième round de Faresiam. La vidéo elle est jamais sortie, mais bon c'est pas grave. On a l'idée principale et la trame principale du combat, mais en tout cas voilà, on a réussi à les voir par la suite. Donc commençons par le bas, on va commencer par le bas tout simplement avec justement Faresiam contre Figlak. Donc victoire par décision de Faresiam au bout des 3 rounds. Combat qui a été dominé en boxe par Ziam, donc qui est son domaine de prédilection, qui a été aussi bien géré dans les parties au sol, enfin surtout dans les amener au sol. Ouais.
surtout dans les amenées au Il y a eu sol. des belles amenées. Hein. Ouais, la première a été très propre. Le fait de faire son petit barrage là comme ça pour ceinturer et venir faire un barrage à l'arrière pour venir amener et profiter de cette amenée pour passer la garde directement. Par contre, dans la gestion au sol, même s'il était souvent au-dessus, je trouvais qu'il manquait quand même de positionnement. Il manque d'expérience au sol. Il faut vraiment. Il est ceinture violette de jiu-jitsu brésilien. Il s'entraîne chez mon ami Arnaud Piété avec Vincent Nguyen, je crois, parce que comme il est à Lyon, je l'ai déjà vu là-bas. Je crois que c'est lui qui lui donne les grades. J'ai déjà vu aussi. Et donc, alors il est ceinture violette, mais il faut qu'il peaufine encore son sol. Et s'il avait un sol qui était à la hauteur de son striking, il serait bien plus fort, il serait monstrueux, parce que déjà d'un point de vue striking, c'est un monstre, c'est une bête. Mais par contre, c'est vrai qu'au sol, quand tu vois que son adversaire, alors qu'il est en position latérale, juste le repousse d'une main et que lui se laisse faire, entre guillemets, c'est-à-dire que même pas à un moment, parce que bon, on peut se faire pousser et retomber, mais au moins tu essayes de casser le bélier du bras, enfin tu sais, avec ton épaule, en fait, tourner ton buste pour venir en fait faire ripper la main. Des basiques en fait. Des quelques automatismes comme ça. Alors après ça marche ou ça marche pas, mais au moins tu as une intention de bloquer le renversement. Tu sais comment réagir à ça en tout cas. C'est ça. Et ça ne s'est pas fait. Il y a eu d'autres petites choses. Enfin, il est tombé dans la garde de l'adversaire. Il se fait prendre en juji. Bon, il réagit bien, mais tu sens qu'aussi l'adversaire, il n'avait pas forcément aussi les bons contrôles pour le juji, parce que en fin de premier round, quand même, le juji qu'il prend, il était bien engagé au début. Hein. Mais après, je pense que c'est un mec, on dirait pas parce qu'il est assez fin, mais il doit être super puissant, Fares. Ouais. Il doit être, tu sais, c'est des mecs durs à gérer au sol, durs à soumettre, Oui, parce que dans les phases de lutte, tu sens qu'il est puissant quand même. Il est puissant. Donc voilà. Après, par contre, comme je vous ai dit, on a vu que le premier et le dernier round, mais quand même, force est de constater que la domination, elle était voilà, sur ces 3 rounds-là, pour un retour à l'UFC, en tout cas, la victoire, elle était belle. Ouais. C'était pas un combat chiant, c'était un beau combat. Techniquement, c'était très propre. D'un point de vue striking, c'était très propre. Notamment, il y a un truc moi qui me parle beaucoup parce que c'est les enchaînements à la Ernesto Host, tu sais, crochet du bras avant, low kick du bras arrière, low kick du bras arrière, low kick de la jambe arrière. Il est fort. Il est très fort. Ah, je vous ai dit, en striking, c'est un monstre. Mais du low kick avec ses bras. Donc, bon, il est 1h30 du matin, les amis. Donc, low kick de la jambe arrière, c'est bien, c'est propre, c'est bien fait. Ça permet d'éviter à l'adversaire de bloquer le low kick. Ouais. Franchement, voilà, c'était parfait. Donc bon, victoire méritée. Là, il n'y a pas de doute. C'était vraiment une décision qui était justifiée. Bravo à lui, en espérant qu'il soit sur un bon retour et que cette victoire en fait présage d'autres victoires qui feront qu'il ne sera plus périn dans cette organisation. Ouais. Ensuite, deuxième combattant français qui avait sur cette carte préliminaire, et donc c'était les deux seuls qui étaient sur la carte préliminaire, c'était Benoît Saint-Denis contre Miranda. Donc sur le papier, combat qui à la base n'est pas si facile que ça, parce que Miranda est quand même quelqu'un de très bon au sol. Bonne lutte aussi, enfin voilà, c'est quelqu'un qui sur le terrain en fait de Benoît Saint-Denis pouvait peut-être lui poser problème, parce que Benoît Saint-Denis c'est un bon striker. C'est un combattant complet. Après un peu meilleur au sol, je trouve. Il a plus de facilité de réussite au sol, c'est-à-dire qu'il gagne la plupart du temps. Très efficace. Il gagne au sol, quoi. C'est par soumission. Très opportuniste, très efficace. Il est puissant, une bonne logique au sol, ce qui fait que il a cet instinct de la soumission. Tu sais, il y en a qui. Mais ce qu'il fait, c'est simple au sol. Hein. Ouais. C'est pas de trucs foufou, hein, mais tu sens que c'est vraiment solide. Voilà, c'est ça. Et donc là, on était avec un Miranda qui était physiquement déjà, tu voyais qu'il était moins costaud en fait que Benoît Saint-Denis, mais qui dans la finesse lui aussi du sol, dans la souplesse et tout, il était plutôt pas mal. Donc sur le papier c'était pas mal, parce qu'on avait cette possibilité de voir un combat justement avec du challenge pour Benoît Saint-Denis. Le combat il s'est déroulé de la meilleure des manières, hein, puisque Benoît Saint-Denis gagne au deuxième round par TKO. Ouais. Limite premier round. Limite premier round, en fait ça se joue à quelques secondes. Mais quand même, on a pu remarquer, et ça c'est un truc qui je l'espère par la suite, ne posera pas de problème à Benoît Saint-Denis, c'est qu'il prend quand même énormément de coups. Ouais. Alors, quand lui il touche, il fait plus mal.
Ça, tu sens que chaque frappe qu'il met, quand même, ça doit être un calvaire de les sentir. Tu sais, c'est de les recevoir. Mais il a été ébranlé quand même sur quelques petits enchaînements. En fait, il aime ça. C'est ça le problème en vrai. Ouais. Le vrai problème. Au-delà du fait de. C'est même pas qu'une question de il défend mal ou autre, c'est qu'il aime la bagarre. Ouais, je crois. C'est un vrai problème, ça. Trop la bagarre. Ouais, oui, parce que plus il va monter, plus il va tomber sur des mecs qui cognent dur. Et puis le menton, on le sait tous, hein, ça a une durée de vie limitée, il y a une date de péremption. Après, le problème, c'est qu'elle est cachée, cette date, et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais quand elle sort, c'est fini. Et puis même au-delà de ça, il faut penser à sa santé, quoi. Son cerveau, Ouais, c'est clair. Bon, ce qui le sauve, par contre, c'est que c'est vrai qu'il se fait toucher, mais comme il va les 3/4 du temps, il va au sol, quand même. C'est des moments où là, il prend plus de frappe. Donc, c'est-à-dire que c'est pas comme un striker qui va aimer prendre des coups et qui va rester debout et qui va faire des 3x5 ou des 5x5 à se prendre des parpaings. Lui, l'avantage, c'est que très rapidement, quand même, ça va au sol et que là, il est sur les contrôles, il est tellement fort. Passage de garde. Enfin, moi, c'est tout ce que j'aime, hein. C'est gros passage de garde avec grosse pression, tu sais, de l'épaule sur la mâchoire, des contrôles forts, bras sous l'aisselle, bras derrière la nuque. Il vient, il joint ses deux mains et puis c'est parti, non, ça passe pas. C'est vraiment basique, mais très bien fait. Très bien fait. Et pareil, des frappes, genou estomac, des grosses frappes et tout ça. Et puis tu sens qu'il est puissant, qu'il soit debout ou qu'il soit au sol. Enfin, tu vois, la puissance des frappes, on dit que quand on est au sol, les frappes, elles sont souvent plus légère entre guillemets, mais lui non, tu sens que ça fait super mal et qu'il peut mettre KO quelle que soit la position. Parce que en fin de premier round, il est chaud. Ouais, Miranda pour moi il est KO. Hein. Si il reste 10 secondes de plus, l'arbitre il arrête. Ouais, même pas 10 secondes. Ouais, parce que la dernière qu'il prend, tu sens qu'il est plus là. D'ailleurs, quand il retourne à son coin, tu sais, on en a rigolé pendant le truc, mais tu sais, je reconnais quelqu'un là, mais c'est quoi, je suis rouge, je suis bleu, je sais plus. Je sais, c'est vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? J'étais sorti chercher du pain et finalement j'ai pris des parpaings. C'est le mec qui savait plus où il était, quoi. Demain il sort de chez lui, il fait qu'est-ce que je fais dehors, tu vois, c'est vraiment ça. Vraiment. Donc là il lui a froissé la moustache. Voilà, très belle moustache d'ailleurs. Très belle moustache. À niveau style, par contre, il était au top. C'était le plus stylé de tous les combattants, un vrai hipster comme il faut, quoi. C'est le Movember avec la petite moustache. La classe. Donc voilà. Mais après, bon, quand on voit la fin du premier round, on comprend que même avec une minute de temps de pause, ça sera compliqué. Et la reprise nous confirme que c'était pas assez. Non, c'était pas du tout assez. Et donc très rapidement dans le deuxième round, victoire de Benoît Saint-Denis. Donc quand on arrive à la fin de cette carte préliminaire, on est quand même à 2-0 sur les combattants français. Donc franchement, déjà, ça démarre très bien. Voilà, ça fait du bien. UFC Paris, l'objectif c'est quand même que tous les combattants français remportent leur victoire. Et là, on est bon. On est bon, déjà, ça donne déjà la motivation pour les autres pour aller chercher les victoires. Petite entorse, parce qu'on va rester sur les francophones, Charles Jourdain, quand même. En plus, c'était un très beau combat. Parce que je sais que c'est un combattant qui est bien suivi en France, donc on va en parler aussi. Enfin, tu sais, il est apprécié des Français. Donc, Charles Jourdain contre Nathaniel Wood. En plus, ce combat, il était vraiment top. Ouais, beau combat. Là, deux styles vraiment opposés. Donc, dans le sens où Charles Jourdain, c'est la beauté. C'était technique, c'était beau, c'était beau. Esthétique. Magnifique. Il y a eu un petit enchaînement du percute là, à un moment. Il travaillait collé, tête contre tête, là, il travaillait au corps et remontait. Oh, c'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. Mais tout y était, hein, des balayages, il y avait des balayages de Muay Thai, tu vois, au clinch, il y avait tout en fait. Ouais, et puis très aérien, tu sais, des coups de pied sautés, coups de genoux sautés, tout ça, c'était vraiment top, c'était vraiment propre. Le seul problème, c'est que l'autre ne bougeait pas, quoi. Je sentais que ça. Je sais même pas si ça manquait de puissance ou si c'est Wood qui est trop solide en fait. C'était un mur. C'est très solide, mais vraiment solide. En plus, tu sais, on l'a dit, physiquement et dans le jeu, il ressemblait vraiment à Petroyan. Ouais, c'était vraiment ça. Garde très haute, moins de volume, beaucoup moins de volume que Charles Jourdain, mais par contre. Mais tout ce qu'il envoyait, ça touchait, et quand ça touchait, ça faisait mal. Et ça faisait mal. Tu sentais la puissance, et tu voyais même physiquement la répercussion de la frappe sur Charles Jourdain. Et
en plus d'être balèze sur les frappes, il avait une lutte qui était bien meilleure que celle de Jourdain et un sol qui était bien meilleur que celui de Jourdain. Même si, attention, Jourdain s'en est aussi très bien sorti. Quand il était dos au sol, il avait une bonne gestion quand même de sa garde et tout ça. Ouais, il pouvait le gérer, mais en tout cas, en lutte, il était légèrement... Moi, je dirais pas qu'il était largement au-dessus, hein. Mais en tout cas, il a su imposer sa lutte. C'est lui qui a su l'imposer. Ben, il savait qu'il était plus puissant, quoi. Ouais. Vraiment. Donc, au physique. Ouais. Et ce qui m'a marqué, moi, c'était aussi ses low kicks. D'énormes low kicks. Il était vraiment très puissant. Et soit il mettait le low kick, soit il cherchait le balayage. Donc ça aussi, c'est très intelligent parce que ça permet aussi de casser ton paradigme. On en parlait souvent, tu sais. Tu fais le choix low kick ou balayage, et l'adversaire il s'attend pas à la même chose. C'est-à-dire que quand tu envoies le low kick, tu peux le checker. Par contre, quand tu vois que l'adversaire est check, derrière tu viens balayer. Dessous, et là voilà, t'es gagnant parce que tu fais chuter ton adversaire et puis ça te permet après d'être dominant parce que tu sentais qu'il était vraiment dominant. Mais ils nous ont fait un super spectacle les deux. Hein. Ouais. Franchement, il y a eu des échanges à distance, il y a eu de la lutte, il y a eu des moments où ils se mettaient face à face, ils s'envoyaient. Il y a tout eu. Ouais. Il y a tout eu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les deux, ils ont vraiment eu à cœur d'aller chercher cette victoire. Bon, victoire quand même par décision unanime de Wood, qui est largement méritée aussi, qui est largement justifiée. Honnêtement, c'était vraiment un excellent combat. En tout cas, déjà quand tu vois le premier KO qui a duré 30 secondes, j'ai plus le premier combat, j'ai plus les noms, mais c'était magnifique. Donc déjà, ça commençait fort. Derrière, tu vois ce combat-là, déjà, tu sais que la soirée va être bonne. Tu vois, c'est bien parti. Là, voilà. Et puis tu sais que ça monte crescendo. Voilà. Quand tu as des combats comme ça donne envie aux autres parce qu'ils ont l'écran, tu sais, dans le vestiaire, ça leur donne envie de vraiment aller chercher des beaux combats derrière. Donc, passons au français, prochain combat français. Et là, cette fois-ci, c'était donc William Gomis contre Jarno Errens. Donc ce combat qui... les deux, pour le coup, faisaient leur premier combat à l'UFC. Ils faisaient leur premier combat à l'UFC et ils étaient en main card. Et en plus, c'était même pas les premiers combats de la même card. Quoi. Non. Ils étaient en milieu de main card. Quoi. Tu te dis qu'ils sont devant Jourdain et Wood. Ouais. C'est ouf. Et c'était un beau combat, mais c'était pas du même calibre quand même que les deux premiers combats. Tu sentais que... Ouais. Alors, est-ce que c'est le manque d'expérience qui serait justifié puisqu'il débute mais c'était un beau combat, ça c'est vrai que c'était un beau combat dans le sens... Je m'attendais à moins que ça. Ouais, alors après j'ai eu peur au début quand même. Ouais, il a mis un peu de temps Gomis à... Alors il y a eu du temps à démarrer, les deux ils se regardaient, tu sentais qu'eux-mêmes ils étaient sûrement aussi pris par l'événement. C'est normal. Tu vois, t'es là, t'es content, mais après t'es dans la cage, à l'UFC. Un rêve d'enfant, tu sais, le truc, en tout cas pour Gomis, tu vois, c'est un rêve d'enfant, t'es à l'UFC, tu te dis, attends, j'ai la suite de ma carrière entre mes mains là, et puis en plus il voulait lui faire un combat spectaculaire. Donc bon, c'était laborieux le début de combat. Et puis en plus de ça, enfin, c'est pas un combattant que j'ai beaucoup suivi moi, Gomis, jusqu'à maintenant, mais sa boxe, je la trouvais un peu bizarre. Je te l'ai dit déjà dans la posture, parce qu'on peut avoir une posture de côté. Mais lui, plus que d'être de côté, il a sa jambe arrière qui était encore en retrait, tu sais. Et le chemin à parcourir pour frapper, c'est loin, quoi. C'est très long. Donc ça me paraissait bizarre. Alors après, je sais qu'il apprécie énormément les coups de pied retournés. Enfin, et là encore, il l'a montré dans ce combat-là. Donc, le fait de se positionner comme ça peut permettre de raccourcir le temps, tu sais, pour ce coup de pied retourné. Ouais. Ça, c'est possible. Mais par contre, quand il envoie des middle ou des high kicks... Ça claque, hein. Ça claque, mais il les envoie pas, il pivote pas la hanche. Enfin, ouais, mais ça se fait de plus en plus, ça. C'est dangereux. Ouais, mais ça se fait de plus en plus en MMA. De pas pivoter la hanche, même sur les low kicks. Hein. Ouais, mais avec le pied comme ça de côté. Enfin, c'est-à-dire, il frappe pas avec le coup de pied ou avec le tibia, quoi. Il frappe avec le côté de la jambe. Ah, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, il avait le pied, les orteils en l'air, et puis je me disais, mais là, tu prends un coup dans la malléole, mais ça y est, enfin, tu peux boiter, quoi. Tu sais, ça peut te tétaniser le pied, quoi. Donc, je sais pas, ça me paraissait un peu bizarre. Surtout que j'avais vraiment cette impression que la manière dont il montait son middle kick, que à chaque fois il prenait le coude, ouais. Ouais. Donc à mon avis, ça n'avait pas l'air de le déranger en tout cas. En tout cas là pour l'instant, mais à mon avis demain il va le sentir passer. Mais oui, j'avais vraiment cette impression qu'il prenait le coude à chaque fois. Alors là, ça l'a pas gêné, mais attention. Ouais, il suffit d'un. On l'a vu avec Connor. Hein. Ouais. Pour moi, c'est sur ça qu'il se casse le. Oui, je pense aussi, sur le front kick quand il prend le coude. Sur le type. Effectivement, et donc ouais, non, c'est quand même assez risqué. Bon, après,
Attends, je remets pas en question sa boxe, hein, loin de là, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais visuellement comme ça me paraissait bizarre. En tout cas, dans le début du combat, j'avais un truc où je me disais, j'avais cette gêne, mais c'est une gêne, pas une gêne, je suis gêné pour lui, une gêne dans le sens où justement, c'est pas habituel de voir ça. Donc, mais petit à petit, ils sont plus lâchés les deux. Ouais, déjà dans le premier round, tu vois que Gomis il est bon pour contrer les amener au sol. Ouais. Il se débrouille. Ouais. Je pense qu'il doit être très puissant aussi physiquement. Bonne lutte défensive, ça aussi ça m'a surpris. Et surtout qu'il a contré quoi, avec un barrage arrière qui lui permet d'arriver en position latérale. Le seul problème, comme pour Ziam, c'est que derrière il se fait recomposer la garde. Le contrôle derrière. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que par la suite il faut qu'il travaille parce que on le verra à la fin, mais c'était chaud pour lui à cause de ça, à cause du fait qu'il accepte cette garde, quoi. Donc, quand tu as la chance d'avoir fait une amenée au sol qui t'amène en latéral, tu perds pas cette latérale. Enfin, en tout cas, tu essayes, quoi, au maximum. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Dans le deuxième round, il a montré qu'il était quand même intelligent, justement, parce qu'il y a un moment, il se fait toucher. Ouais, et il shoot. Et il vient coller. Ouais, c'est vrai que ça c'est très. Par contre, il est au MMA Factory. C'est vrai qu'au MMA Factory, il travaille beaucoup ça. On va le voir lors des autres combats. Dès qu'ils sont touchés, ils ont ce réflexe de rentrer au corps à corps. Donc ça, c'est une. Et bien fait en chose, plus. Et bien pas fait n'importe comment. Ouais. C'est pas parce que je suis touché que je vais rentrer n'importe comment. Et c'est là qu'on se fait souvent contrer, soit en guillotine, soit. Oui. On se fait contrer sur l'entrée. Mais non, là, c'était propre. C'était propre et il a réussi son amener. Ouais. C'est-à-dire que souvent les takedowns de survie, ouais, la preuve, tu parlais de Connor, voilà, c'est comme ça qu'il se fait prendre le dos et qu'il se fait étrangler, quoi. Donc là, non, c'était plutôt bien fait. Et même quand il est contré, il a bien réagi. Parce qu'il y a une autre amenée au sol qu'il a fait où il a été contré, l'autre il a roulé, tu sais. Et puis finalement, il a bien réagi. Bon, on va dire que dans ce deuxième round, c'était une bagarre de takedown parce qu'il y a aussi, Erens là qui a fait un gros Ippon Selenage là, tu sais, où il vient faire un bras à la volée si on parle en lutte. Donc voilà, c'était 2 takedowns à 1 quoi. C'était vraiment ça. Il y a eu du striking, mais c'était vraiment une duel de takedown. Dans le troisième round, il remet son coup de pied retourné parce qu'il l'avait mis dans le premier round. Ouais. Donc c'est vraiment une arme qu'il utilise beaucoup, qu'il fait très bien. Il fait très bien. Il touche dur au corps. Il est fluide. Ouais. Il y avait une vidéo d'ailleurs d'entraînement où il le fait sur Fernand. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Si, où il surjoue le fait qu'il a mal. Ouais. Mais tu sens que le kick, il est ultra fluide. Ouais. En fait, il est très rapide et tu sens qu'il pénètre bien. Ouais. Il est fort là-dessus. En plus, quand il te le met, c'est en général quand tu avances toi. Oui. Donc tu tends pas le dessus. Oui, exactement. Et puis c'est bien le talon en plus qui vient et qui rentre latéral. Enfin, tu sais, pas vraiment central, mais tu sais, il peut venir chercher le foie ou la rate de l'autre côté. Vraiment, c'est vraiment pas mal, quoi. Encore une amenée à la cage, donc voilà. Mais par contre, une fois qu'il est au sol, il y a des tentatives de soumission qui sont bien gérées quand même par Gomis. Qui sont bien gérées. Alors oui et non. Dans le sens où alors Gomis, il est je connais quelqu'un qui s'est entraîné avec lui, il m'a dit il est quasi insoumettable. Ah ouais? Ouais, c'est le genre de mec, tu sais, tu peux l'étrangler. Mais de toute façon, il avait fait un combat contre Morgan Charrière au 100% Fight. Je crois que c'était contre Morgan Charrière, où il se prend clé de jambe sur clé de jambe, clé de talon, tout, il tape pas. Il sort de tout. Le mec, tu peux pas le faire taper. La frustration. C'est ça. Mais, un jour où, tu vois, parce que le triangle, il est verrouillé, hein. En plus, il y a une mauvaise gestion de son adversaire dans le sens où il aurait dû attaquer le juji bien avant. Conserver le triangle, mais attaquer la clé de bras. En fait, il y a 2 phases dans cette phase de triangle. Effectivement, il prend le triangle. Donc Gomis, il réagit bien parce que ce qu'il fait, dans un premier temps, il essaye de s'allonger. Tu sais, de venir et de s'allonger pour justement la technique de base. Tu te lèves, tu mets les jambes autour de ton adversaire, tu t'allonges pour essayer d'ouvrir les jambes. Sauf que Erens, il suit bien et il arrive à revenir sur le triangle. Et après, il le verrouille bien. Il le verrouille bien. Et là, Gomis, encore une fois intelligemment, il se relève et en fait, il essaye de s'étendre, en fait, de rentrer le menton pour essayer de glisser en fait petit à petit. Et petit à petit, tu sens que ça glisse. Et tu sens que ça glisse parce qu'en plus, il pousse avec son genou derrière la fesse. Donc c'est super bien fait, c'est très intelligent. Maintenant, au début, effectivement, Erens, il a la possibilité de venir
tendre le bras et d'attaquer le juji directement. Le coude, sur la deuxième phase du triangle, le coude, il est vraiment posé sur la coquille. C'est ça. Tu vois que la clé, elle est tout indiquée. Le levier, il est devant toi. Il est fait. Le levier, il est devant toi. Donc, effectivement, il aurait pu déjà tenter de faire le juji en fait directement en gardant le triangle. Mais après, plus ça va et plus ça commence à sortir, et tu sens que tu as ce laps de temps où il a raté la fenêtre de tir, où il avait juste à passer sa jambe, en fait à déverrouiller son triangle, passer sa jambe et en fait avoir les deux jambes au niveau de la tête, ce qui se fait très bien, hein. Quand tu es comme ça, tu peux le faire et tu peux faire taper. Et là, ponter tout ce que tu peux pour venir et attaquer le juji. Le juji, ouais. Mais il l'a pas fait. Mauvais choix. Mauvais choix. Et alors que c'est con parce qu'il est en fin de round. Quand tu sens que le mec commence à glisser, le fait d'attaquer le juji, il serait re-rentré dans le triangle. En fait, il se passe deux choses. Soit il re-rentre dans le triangle pour éviter le juji, certes. C'est dans la première phase. Ouais, dans la première phase. Il va re-rentrer son bras, tu sais, pour enrouler la cuisse, pour essayer de sécuriser son bras. Mais il serait rentré dans le triangle. Dans la deuxième phase, il attaque le juji. De toute façon, sa tête elle est en train de sortir. Ouais. En fait, le risque que tu prends quand tu attaques le juji et que tu relâches les jambes, c'est que le mec tourne intelligemment et que tu te passes la garde. Ouais. Mais quand il sort du triangle, de toute façon, il peut encore une fois tourner intelligemment et passer ta garde. Donc, tu sais que dans les deux cas, tu arrives de te faire passer. Ouais. Tu es en fin de round. Du troisième round, tu as perdu le combat. Parce que Gomis, avec les amener au sol, avec les phases de boxe et tout ça, tu sais, de toute façon, si ton coin il est intelligent, il t'a dit que de toute façon, tu as perdu les deux premiers rounds et que tu dois finaliser où tu as perdu. Donc à ce moment-là, tu viens et tu tentes le tout pour le tout. Manque d'expérience. Tant mieux pour nous, un Français de plus qui gagne son combat, mais quand même, alerte sur le sol. C'est-à-dire, belle boxe, atypique, qui moi, comme je vous ai dit, m'a surpris au début. Belle boxe atypique. Bonne lutte. Même défensivement, que ce soit défensivement et offensivement, franchement, c'était propre. Ouais, donc il était solide. Au sol, il y a encore des choses à bosser. Ouais. C'est là où tu vois que quand même, au MMA Factory, parce que quel que soit le combat, tu sens quand même qu'il y a un souci avec le sol. Qu'il mériterait d'avoir peut-être, de mettre un peu plus l'accent sur le sol. Ouais. Mais sur le sol, cadré. Non, mais je veux dire cadré, justement les bases. Tu sais, les bases. Pas d'erreur. On en a parlé pour Gann, tu vois, justement d'avoir quelqu'un qui a une personnalité assez forte. En fait, c'est ça. Un coach qui a une personnalité assez forte, une aura assez forte pour dire, écoute, mon gars, c'est comme ça. Tu prends tes bases, tu fais telle chose dans telle situation. Tu cherches pas de fioriture. Vraiment, tu fais pas n'importe quoi. Tu prends des contrôles forts. C'est-à-dire que c'est du MMA, t'as pas besoin de savoir faire des trucs extraordinaires. Mais par contre, regarde, Benoît Saint-Denis. Par contre, ton passage, le contrôle, il est comme ça, il est fort. Ton passage, ton contrôle, une fois que tu as placé la garde, c'est fort. Tu prends la montée, si tu sens que la montée c'est un peu chaud, tu redescends. Enfin, tu sais, des bases, tu sais, des trucs structurés. Voilà. Et s'il y avait un peu plus de ça, justement, il y aurait un peu moins de risques. Tu vois, par exemple, tu es dans la garde, tu peux faire du grand end pound, mais tu n'es pas Kamaru Usman. Donc tu viens, tu te lèves, tu passes la garde. Tu sais, vraiment des trucs, arriver à comprendre que des fois, tu n'es pas obligé de rester au sol, quoi. Tu viens, tu te lèves, tu avales la jambe, tu essaies de passer en e-slide, gros contrôle. Une fois que tu as passé en contrôle, et tu peux te permettre de prendre une position et de tartiner. Finalement, ce que fait une Shevchenko, tu vois, les gens qui performent, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, il manque cette phase-là. Très intelligent en boxe. Très intelligent sur la gestion de la lutte, enfin le mixage entre la boxe et la lutte. La distance et tout. Ouais. Exactement. Ça, tu le ressens dans tous les combats. Par contre, quand ils sont au sol, à quelques exceptions, Nassourdine se débrouille bien au sol et tout ça, mais la plupart du temps, quand même, tu sens qu'il manque encore un petit truc. Il y a un step à passer. Un tout petit step. Et ils passent ça, et là, les mecs seraient beaucoup plus forts. Mais c'est vrai que c'est quasiment tous des strikers. Ouais. Mis à part Salamov. Ahmed Salamov, mais parce qu'il vient du jiu-jitsu brésilien, tu vois. Parce qu'il s'est entraîné en jiu-jitsu brésilien ailleurs, ouais, exactement. Donc sinon, c'est Salamov ou ouais, c'est ça. Oui, non, j'allais dire Abdouragimov, mais non, en fait, il est au RS, mais il est pas il est pas MMA Factory. Donc oui, mais oui, effectivement, Ahmed Salamov, c'est quelqu'un qui vient du jiu-jitsu brésilien. Donc oui, enfin, qui a fait son école ailleurs, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment ça. En tout cas, victoire donc de Gomis. Belle victoire, méritée. Bravo pour son entrée à l'UFC. Franchement, c'est top. Ouais. J'espère que de toute façon on va le revoir logiquement. Oui.
on va voir la suite. Il n'a pas eu la victoire qu'il souhaitait. Donc, tu sais, j'avais écouté une interview de lui, et il n'a pas eu la victoire qu'il souhaitait. Il voulait vraiment marquer les esprits. Mais bon, il faut marquer les esprits, mais il faut aussi gagner. Et il l'a fait, et ça c'est parfait. Il fallait surtout gagner. Ouais, et puis là, il y avait cette gestion du stress aussi. Hein, donc, on va voir. Une fois que tu as gagné, tu as ouvert le compteur, maintenant, tu seras peut-être plus relâché et plus à même de développer plus de jeux dans un prochain combat aussi. Ensuite, on passe au combat alors, avant de voir cette UFC jusqu'au bout, j'attendais le plus, et je pense que toi aussi, c'était Nassourdine Imavov contre Joachim Buckley. C'était le combat de français que j'attendais le plus. Ouais, moi aussi. Oui, parce que je parle pas. Oui, bien sûr. Moi aussi, je parle pour la carte 100% français. Pour les Français, ouais. Donc, pourquoi on l'attendait le plus ? Parce que de toute façon, Nassourdine, c'est un combattant qu'on apprécie énormément d'un point de vue du style. On le connaît pas personnellement, donc, mais bon, il a l'air d'être quand même quelqu'un de cool. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue style, sa boxe, elle est chirurgicale. Il porte bien son nom, son surnom, voilà. En termes de lutte, il se débrouille très bien, il est puissant. On sent qu'au sol aussi, enfin, tu sens qu'il gère dans tous les domaines. En plus, c'est ce qu'on disait, même son physique, il change en fait. Exactement. On sent qu'il est vraiment sur une pente, il évolue à chaque sortie. Et moi, je l'imaginais pas, en fait, je le trouvais super léger pour les 84. Ouais. Dans ma tête, pour moi, c'était un 77. Il avait un physique de 77. Ouais. Et là, force est de constater que, ouais. Mais tu sens qu'il se professionnalise. Ouais. Enfin, tu sais qu'il prend les choses au sérieux. Il est affûté à mort. Ouais. Tu sais, un truc, moi, là où je le remarque, parce qu'il était déjà affûté, mais c'était au niveau de la ceinture abdominale. Tu sais, il avait ce truc où il était ventre plat, mais tu sentais qu'il était creusé. Tu sais, et là, quand tu le voyais là, sur cette UFC-là, il n'était pas creusé, il était plein. Les abdos, ils étaient là, ils ressortaient. Les obliques, pareil. Enfin, tu sais, quand c'était creusé, parce que justement, la ceinture véritable, elle n'était pas formée. Tu vois, il n'y avait pas d'oblique fort, il n'y avait pas de. Et là, tu sentais que le mec, il était plein. Tu vois, vraiment. En plus, il y avait déjà un écart de taille avec Buckley qui était déjà énorme. Grave. Mais tu avais un écart de physique aussi. Buckley est large, il est massif. Mais tu sentais que Nassourdine, il était vraiment fort, affûté, quoi, monstrueux. Donc, et les deux, ambiance électrique. En fait, tu sentais cette tension qu'on parlait tout à l'heure pour Gane Tuivasa, là, on l'avait dans ce combat-là. Parce qu'il y avait déjà l'avant-match, tu sais. Ouais, c'était même malaisant à certains moments. Dans le combat ? Ouais. D'ailleurs, nous, ici, on a eu quelques personnes qui disaient comme quoi il en fait trop. Il en fait trop. En fait, il a perdu l'affection de certaines personnes enfin moi, ma femme par exemple, qui est pas une fan de MMA, elle s'y connaît au travers de ce que je lui parle, mais ouais, elle a été gênée par l'attitude de Nassourdine dans le combat. Après, je pense que c'était vraiment spécifique à ce combat-là. C'était vraiment parce qu'il l'aimait pas. En fait, je sais pas ce qui s'est passé entre les deux. J'ai pas suivi. Je t'avoue que j'ai pas suivi les interviews d'avant combat et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pu lui dire dans le trash talking pour l'énerver à ce point-là. Mais je crois que c'est même. Alors, je sais pas s'il y a eu dans le trash talking parce que j'ai pas suivi. Mais par contre, de ce que j'avais entendu au début, c'était juste que. Par exemple, quand ils sont dans le bus ensemble pour des UFC précédents et qu'ils étaient dans le même bus, en fait, comme Joachim Buckley, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, tu sais, qui en fait beaucoup, tu vois. C'est un mec, tu sens que c'est un showman, tu vois. C'est un Américain. Il est américain ou il est anglais ? C'est un anglophone. Ouais. et le mec, il était là et en fait, Nassourdine, d'après ce qu'on a compris, il peut pas fermer sa gueule, tu vois. C'était pas du tout le même, c'est pas la même énergie les deux. Et donc, il avait la haine contre lui juste parce qu'il parlait, tu vois. Non, donc, moi je pense qu'il y a eu du trash talking. Après, je pense qu'il y a eu de ça. Donc voilà. Mais en tout cas, il avait une haine contre lui, ça c'est sûr et certain. Donc déjà, dès le début du combat, tu sens que Buckley, il prend conscience que Nassourdine est puissant, voilà, que ça va être compliqué. Donc il est très mobile. Il bouge énormément, mais vraiment. Que ça soit latéralement, que ça soit d'avant en arrière, vraiment, il bouge beaucoup. Mais tu sens tout de suite une aura il prend l'ascendant psychologique très vite. C'est-à-dire qu'il est juste là, juste par sa présence, parce qu'il n'envoie pas beaucoup de frappes au début. Non, mais il n'envoie jamais beaucoup de frappes en vrai. Non. Par contre, quand il les envoie, il touche. Il touche et tu sens que c'est une balle de pistolet qui part. Ouais. C'est sec. C'est ça. Et tu sens que tout de suite, il y a quand même dans le rapport de force, en tout cas dans le rapport mental, l'ascendant de Nassourdine Imavov sur Joachim Buckley.
Surtout qu'en plus de ça, il défend toutes les amenées au sol. Mais vraiment. Mais facile en plus. Ouais. Mais quand même, dans ce premier round, je me dis, mon gars, attention, parce que Buckley, quand il envoie. Faut pas prendre ta confiance. C'est ça. Parce que tu vois, il y a certaines frappes qui venaient toucher quand même la pointe du menton. Et comme Nassourdine, comme un Cyril Gane, sont très relâchés, très droits, le menton pas forcément rentré dans les épaules, tu sais, les bras très bas, parce que c'est leur style, c'est leur garde qui est comme ça, mais tu te dis, ton menton quand même, il est à la fenêtre. Donc Joachim Buckley, ça arrive d'en bas, puis ça arrive aussi très fort, quoi, parce qu'il venait chercher la collision. En général, comme il arrivait, en fait, il sautillait d'un côté de l'autre, enfin, il partait à droite à gauche, et d'un coup, il explosait, et donc ça venait en fait en diagonale, et tu sentais que il y a des moments où je me dis, celle-là, si tu la prends vraiment, tu peux faire dodo. Donc je veux bien que tu aies confiance en toi, je veux bien que tu te touches la joue en disant c'est bon, tu m'as à peine chatouillé. En fait, ce qui lui a manqué à un moment à Nassourdine, c'est justement d'être trop attentiste. C'est ça. Il lui mettait la pression, il lui mettait une pression de présence en fait. Ouais. Il était présent devant lui, il avançait, il cadrait et tout, mais il déclenchait pas assez. Oui, alors que quand il déclenchait, là, il prenait l'ascendant tout de suite. Tout de suite, parce que physiquement, tu sentais qu'il était plus solide. Ne serait-ce qu'envoyer des jabs, tu vois. Il n'était pas dans ça, Nassourdine. En fait, il attendait l'entrée de Buckley pour faire son retrait de buste et remiser avec sa droite, comme il fait habituellement, en fait. Ouais. Mais il prenait le risque. En fait, en faisant ça, tu prends le risque de te faire contrer. Enfin, de pas réussir ton contre et que le mec te touche en premier, quoi. Ouais, tu sentais qu'il cherchait vraiment le coup dur, mais le one shot, tu vois. Le one shot, je te mets KO et puis salut, quoi. Donc c'était vraiment ça. Il a réussi aussi donc dans ses défenses à donc rester sur Joachim Buckley et prendre la monte sur ce premier round. Ouais. Donc déjà tu voyais que même au sol, par contre la puissance de Nassourdine et sa technique, elle était supérieure. Au sol il n'y avait pas photo. Voilà, il prend la monte, grand and pound. Bon, c'était vraiment c'était quelque chose de. Tu sentais qu'il a fait mal sur le grand and pound. Buckley, il avait pas les armes en fait. Mais je pense même que la plus grande différence de niveau, elle était au sol. Hein. Ouais. Je pense que s'il l'avait amené, si son game plan c'était de l'amener au sol, s'il avait cherché une stratégie pour l'amener au sol, faire que ça, il le finalisait au sol. En grand and pound, ou j'en suis sûr. Oui, parce que dans le deuxième il aurait pris la latérale, il l'aurait eu avec ses frappes. Bah comme il a fait dans son dernier combat en fait, c'est ça. Tout simplement. Ouais. Tu sens que quand il est dans les contrôles au sol, c'est compliqué. Il est solide. Hein. Autre fait significatif, c'était le front kick qu'il a pris dans la bouche Buckley. On n'en avait pas pris conscience tout de suite, mais c'est sur le ralenti en fait où tu vois que il a bien touché dès le début du combat avec le protège-dents qui tombe directement. Ça aussi, je pense que ça a mis un coup aussi à Buckley. C'est pas sur le front kick qu'il perd son protège-dents. Si, sur le front kick. Il prend le front kick dans la bouche. Ok. Ouais. Et c'est là où il tombe. Deuxième round. Donc Buckley, là, il décide de passer la seconde. Là, il comprend que sa solution, elle est dans l'accélération. Donc il accélère sur ses frappes, mais il se fait contrer magistralement par la droite de Nassourdine. En fait, ce qu'il cherchait depuis le début. Et il y a un moment où il la met véritablement fort, tu vois. Et tu sens que il tombe pas. Buckley, il s'empale dessus. Mais il tombe pas. Il est solide, Buckley. Hein. Honnêtement, il est très très solide. Et encore une fois, dans ce deuxième round, je sens qu'il faut plus de pression de Nassourdine. Vraiment, je me dis, même dans le deuxième round, je me dis, attention, tu prends des risques. Plus de pression te permettrait d'être... Exactement. Plus de pression te permettrait d'être plus safe sur ton combat, plus serein. Donc... D'ailleurs, il y a un moment où il se fait un peu surclassé par Buckley en boxe. Mais en fait, après c'est mon ressenti, hein. Mais j'ai l'impression qu'il était alors physiquement il était prêt et tout, mais il était moins puissant dans ses frappes, moins efficace on va dire, Nassourdine, que dans ses autres combats. Je le sentais plus tendu. Ouais. Je pense qu'il voulait vraiment lui faire mal à Buckley, et je pense que ça a joué. Ouais, moins relâché que d'habitude. Ouais. C'est-à-dire que effectivement. Et en fait, il cherchait trop le KO pour qu'il arrive. Ouais. Trop à lui faire. Ouais, effectivement, il voulait lui faire mal. Alors que quand il calcule pas qu'il est relâché comme d'habitude et tout, je pense que les contres et tout, ça aurait été beaucoup plus fluide. Ouais, puis il a sûrement envoyé plus de volume. Ouais. Tu vois. Donc ouais, parce que en fait, son manque d'activité fait que il y a un moment, il se fait vraiment surclasser. Alors après, encore une fois, on l'a dit, pour Gomis, il réagit très bien parce qu'il fait tout de suite une belle amenée intelligente au sol. Ouais.
Et là, encore une fois, il montre qu'au sol, il domine largement Buckley, puisqu'il arrive à lui prendre le dos. Et du dos, il tente donc non pas, et là encore une fois, et tu as raison, c'est là où tu sens qu'il a cherché plus à lui faire mal qu'à essayer de le finaliser. Il cherche la compression l'écrasement de mâchoire. Exactement. En fait, il prend l'écrasement de mâchoire sans chercher à passer sous la gorge. C'est ça. C'est-à-dire que s'il avait fait un savant mélange des deux, compression, et puis essayer de rentrer la main, et puis de jouer pour essayer d'étrangler, je pense qu'il aurait pu finir sur ce deuxième round. Ouais. Enfin, rien n'est écrit. Il n'est pas non plus beaucoup de temps. Ah, il est resté 2 minutes dans le dos. Il est resté 2 minutes dans le dos. Donc c'est long 2 minutes. Ouais. Surtout quand tu domines vraiment quelqu'un. Donc ouais, tu sentais qu'il voulait vraiment lui tordre la gueule, quoi. C'est vraiment ça, tordre les cervicales. Il n'était pas dans l'état d'esprit de le finaliser, il était dans l'état d'esprit de lui faire du mal. Le briser, ouais. Mais jeu dangereux, parce que effectivement Buckley, tu sens que il l'a prouvé, hein, il est capable de mettre KO ses adversaires. Et il faut pas oublier que c'est le KO de la décennie, hein, quand son coup de pied retourné qu'il a mis contre je sais plus qui d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout le monde a oublié son nom après ce KO, le pauvre. Lui-même, il a oublié son nom après ce KO. Lui, c'est sûr. Donc, surtout qu'il y a un moment où tu vois Nassourdine, c'était dans le premier round où il attrape le pied de Buckley, tu sais, et tu te dis putain bis repetitat. Mais en fait, il vient, il le colle, tu sais, tout de suite, là où l'autre a été spectateur du pied dans la main, Nassourdine, lui, il est venu, il a suivi, il est venu le contrôler, quoi. Donc voilà. Et on finit donc ce deuxième round avec un Nassourdine dans le dos et qui n'arrive pas à finaliser Joachim Buckley. Troisième round, encore une fois, Buckley décide, il sait qu'il a perdu ses 2 premiers rounds, hein, donc il décide d'accélérer. Et par contre, là, moi, ce que je trouve, c'est que troisième round, Nassourdine plus fatigué que Buckley. Ouais, je suis d'accord. Alors que Buckley a été plus actif. Bon, il a été plus actif, donc, et il a un physique où tu te dis, il va fatiguer avant Nassourdine. Il est petit, il est très musculeux. Oui. Et non. Il est là. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le deuxième round, alors effectivement, il a Nassourdine dans son dos, mais ça il est en mode récup. Pas d'énergie. Ouais, il est en mode récup. Mais Nassourdine aussi. Ah, Nassourdine, il cherche à lui faire du mal. En fait, il peut être en congestion à ce moment-là. Ouais. Tu vois, parce que lui, il cherche à faire l'effort. Il serre fort, alors que Buckley, lui, finalement, il se place, il met le bras sous l'aisselle. Il a pas mal lutté. Donc, effectivement. C'est un striker. Ouais. Donc, et puis il y a ce facteur, parce qu'on l'a dit, il a pris énormément de volume, et le volume fait que aussi tu pompes plus de sang, et donc plus d'oxygénation du sang, enfin, plus tu es volumineux, et plus tu fatigues. Et puis je te dis, je le sentais tendu. Aussi, ouais. On voyait qu'il était énervé dans ses réactions, dans ses provocations avec Buckley. Il le suivait, même quand il a remis son protège-jambes dans le premier round, il vient en contact. L'arbitre était obligé de séparer. Ouais, c'était trop. En fait, c'était trop. Il y avait de la tension. Ouais. Et je pense qu'il s'est mis de la pression à lui-même tout seul. C'est ça. Là où Buckley, lui, en fait, il était détendu, quoi. Non, je pense pas qu'il était détendu. Non, mais... Je pense qu'il a subi la pression les 2 premiers rounds. Il était vraiment dans sa tête, Nassourdine. Ouais. Par contre, au 3e, ça s'est inversé. C'est ça. Et j'aurais bien voulu voir le combat en 5 rounds. Exactement, parce qu'en 5 rounds, je suis pas sûr que. Je pense qu'il aurait pu avoir, effectivement, on en a parlé, un renversement de vapeur. Ouais. Donc ouais, c'est parce que effectivement Buckley, il lui met une grosse pression. Nassourdine intelligemment, il esquive une frappe, il passe dans le dos, il l'amène au sol. Buckley se relève parce que là pour le coup, il n'a pas réussi à le garder au sol. Et là, attention parce que Buckley, il envoie notamment quelques uppercuts. Et à un moment, il touche. Et il touche fort. Il touche fort. Il touche très fort. Pour moi, limite, on peut lui donner le 3e round. Hein. Donc en tout cas, en termes de dangerosité sur le 3e round, c'est lui qui est le plus proche de finaliser. Parce qu'il le touche dur. Ouais. Il est pas bien, Nassourdine. Non. Tu sens Par contre, intelligent, après, il arrive à bien coller. Et... Toujours ce truc-là. Mais en termes d'intention, celui qui vraiment a le plus cherché à finaliser et à mettre KO, c'est Buckley. Ouais. Même sur les 3 rounds. Donc ouais, petit problème avec ce combat-là, parce qu'effectivement, trop émotif peut-être. Trop émotif sur ce truc-là. Il s'est bouffé lui-même en fait par son événement. Ouais. Il s'est mis lui-même trop de stress sur cet événement. Là où je te disais que Buckley, alors oui, effectivement, il a été pris psychologiquement par Nassourdine, mais je pense que lui, tu sais, il fait partie de ces gens où en fait, il se met pas autant de pression. C'est-à-dire, c'est normal pour lui de parler. Tu vois, quand il disait, c'est le show. C'est grâce à lui, en fait, que le combat, je crois qu'il est en garde préliminaire, parce qu'il a fait lui aussi, il était là, un mec comme ça, il disait Nassourdine, il était en face de lui. Lui, il doit être en garde préliminaire, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Enfin, tu vois, s'il l'aimait pas,
Bon, même s'il prêche pour son business aussi. Ouais, bah oui. Mais il n'aurait pas parlé de lui, tu vois, il l'aurait dit différemment, tu vois ce que je veux dire. Je pense pas que lui avait la haine à la base contre Nassourdine. Non, je pense pas. Donc, c'est juste deux mondes qui s'affrontent. C'est ça. Deux mentalités complètement opposées. Deux énergies opposées, et donc voilà. Mais en tout cas, bon. Mais bon, à la fin, il y a quand même eu. Donc, à la fin, Nassourdine remporte le combat par décision. Ouais. Logique. Même s'il perd le troisième. Alors, je pense même pas qu'il perd le troisième. Non, peut-être pas, mais en tout cas. Mais même si les juges le donnent perdant sur le troisième, il gagne le combat logiquement. Et à la fin, ils se prennent dans les bras, il y a le respect, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, enfin, tu sens que c'est plutôt. Non, Buckley fait l'effort de venir. C'est ça. Parce que Nassourdine, il le prend dans les bras pour l'image, mais alors, je sens que. Si Buckley ne vient pas, je pense pas que Nassourdine va le voir. Non, parce qu'il l'évacue très vite. Hein. Mais intelligemment, il accepte, tu vois, il le recale pas. Oui, mais il l'évacue très vite. Tu sens qu'il passe derrière après, allez, salut. Tu vois, c'est. Ouais, bon, après, on leur demande pas d'être amis. Non, mais je pense que sa haine contre lui n'est pas terminée. Ouais, il l'aime vraiment pas. Que c'est une véritable haine et que effectivement s'ils viennent à se réaffronter et que ça se passe en 5 rounds, il va falloir qu'il soit beaucoup plus focus dans sa tête, tu vois. Bon, qu'il mette ça de côté et qu'il soit plus focus dans sa tête et qu'il gère mieux son combat que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc parce que là non, c'était pas fou. Bon, après ça n'enlève rien au fait qu'on kiffe toujours Nassourdine Imavov, que ça soit un putain de combattant et que voilà, ça peut arriver. Un humain, il y a un mec, voilà, lui non. Sur lui, une ça journée, passe pas, je l'aime pas. Et puis tu peux être un peu en dessous sur une journée, ça peut arriver, mais ça n'empêche pas qu'il est capable de martyriser, à mon avis, très fort, tout le monde dans cette catégorie. Ouais, une grande partie, ouais. Franchement, parce qu'il est ultra complet, et là, moi j'ai hâte de le voir contre vraiment. Par exemple, le combat qui suit, tu vois. Ouais, contre un Vettori. C'est ça, exactement. Ça serait magnifique. Ouais, je suis d'accord. Et même en termes de style, ça collerait super bien. Vettori peut-être puissant. Ça serait peut-être chiant au niveau de la puissance, au niveau de la lutte. Et encore, si, peut-être. Oui. Mais en tout cas, en striking, ça serait super intéressant. Oui, parce qu'en striking, il est au-dessus. En boxe, il est au-dessus. Donc ouais, je pense que c'est le combat logique pour la suite. Tu sais, s'il refait pas Gastelum, si jamais c'est pas prévu que ça se refasse, puisque ça devait se faire à la base, le fait de combattre contre Vettori, je pense que ça peut être une bonne chose. C'est un grand step quand même. C'est un grand step, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, il y a Costa, Paulo Costa. Costa. C'est un nom, et il est largement prenable, Costa, de ce qu'on voit là, franchement. Oui. Ouais, largement prenable. Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est un style qui lui convient bien. Ouais, grave. Donc ouais. Tu prends un nom, tu t'avances dans le classement. Ouais. C'est pas mal. Ouais, pour briller, ça peut être pas mal aussi. C'est vrai. Bon, parlons de Vettori, Whittaker-Vettori, combat qui suit. Donc ça, c'était le gros combat pour nous. Enfin, on en a parlé. C'était le combat que j'attendais le plus. Ouais, de toute la carte. Ouais. Alors, c'était pas des Français, mais bon, là, on fait le débrief, on fait une petite entorse au récap des Français, mais parce qu'on l'a analysé et pronostiqué lors du premier podcast qu'on vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait. Ouais. Et donc, puis, on a gagné notre pronostic. Et on a gagné notre pronostic. Tu as gagné ton pronostic. Non, toi aussi. Non, parce qu'en fait, moi, j'avais, comme je te l'ai dit, t'avais dit après. Un risque. En fait, j'avais pris le risque effectivement sur Vettori. Oui, et c'est après, on en avait rediscuté suite au podcast. Ouais. Et je t'avais dit, ce risque, en fait, il est con. Mais bon, on n'avait pas enregistré 2 heures de podcast pour que je change la fin. Je t'avais dit, le risque, il est con parce que sur un 5 rounds, oui. Sur 3 rounds, non. Ouais. Et force est de constater que même sur un 5 rounds, en fait, le risque. Ouais. Whittaker, il a. Ah là là. D'ailleurs, toi, tu l'as senti tout de suite. Parce qu'on vous l'a dit, hein, souvent, on fait notre analyse pronostique en général une semaine avant, le dimanche, la nuit de dimanche à lundi ou lundi à mardi, ça dépend. Et donc après, il se passe la Fight Week. Il y a les embedded, enfin quand c'est des UFC numérotés, il y a des vidéos, il y a des face-à-face, il y a des conférences de presse. Notre feeling, il change en fait en fonction de ce qu'on voit, de l'attitude des combattants et tout. Enfin, il change. Des fois, oui. Oui, des fois ça confirme notre idée. Voilà. Puis des fois, on a. Et là, force est de constater que quand Whittaker il est arrivé dans son entrée pour aller dans la cage, déterminé. Ah ouais, mais moi, de toute façon, techniquement, on le savait, c'est une surprise pour personne, Whittaker, il est au-dessus. Il était au-dessus de Vettori sur quasiment tous les points. Oui. Après, Vettori, ce qu'il a, c'est que c'est un combattant rugueux, il est dur, il avance tout le temps. Ce qu'il a prouvé encore dans ce combat. Ce qu'il a prouvé encore.
Mais moi, le petit bémol, on en avait parlé aussi, c'est l'aspect psychologique de Whittaker. On sait que psychologiquement, il sort d'une grosse dépression, là il revient, il est bien, mais ça joue énormément sur son niveau. S'il est bien dans sa tête, il va être performant, s'il n'est pas bien, il ne sera pas performant. Ouais. Et là, dans son entrée, tu sentais, dans son visage, dans sa manière d'avancer, dans son regard, qu'il était déterminé, qu'il était vraiment présent. Ouais, je suis d'accord. Il portait bien son surnom en plus, The Reaper. La faucheuse. La faucheuse. Avec sa capuche et tout. Parle de cette araignée avec ses grandes pattes là. Ouais, ça doit être ça. non, effectivement. Son entrée, j'ai vu que. Ouais, non, il était bien senti. Il était bien et tout de suite, dès le début du combat, tu sens qu'il cherche le contre. En fait, il fait ça très intelligemment. On l'a dit, Vettori, c'est quelqu'un qui avance. Qui va chercher à te mettre de la pression et lui, c'est le gestionnaire de la distance. Voilà, on en a parlé dans le podcast. Il a pris quasiment aucun coup. Parce que même quand on a la sensation qu'il se fait toucher, il se fait toucher en bout de gant. Ouais. Parce qu'il a toujours ce petit retrait de buste. Et alors en plus, on disait que Vettori, déjà, il frappe pas forcément fort. On n'a pas l'impression qu'il déplie complètement ses bras. Donc à aucun moment, il le touche fort en fait. Non. Il ne touche pas fort et en plus de ça, lui par contre, quand il vient et qu'il déclenche son bras arrière, là par contre, là tu sens que Vettori s'empale dessus. Il y a collision à chaque fois. Vettori s'empale dessus et en fait, là où dès le premier round, j'ai compris que c'était bon, parce que en fait pourquoi aussi on avait parlé de Vettori et pourquoi moi j'avais mis aussi ce pronostic avec Vettori, parce que après il faut reconnaître son erreur, mais il faut expliquer le pourquoi du comment. C'est parce que on avait dit que Vettori, c'était quelqu'un qui donc mettait la pression, certes, mais après, quand il arrive en lutte, il est très puissant. Ouais, bien sûr. Et surtout, il arrive à conserver quelqu'un au sol. Ouais. Tu vois, donc s'il arrivait à dominer les rounds au sol... Le combat aurait pu être tout autre. Exactement. Mais après, il y a une inconnue. En fait, tant que deux mecs ne s'affrontent pas, on peut pas savoir qui est le meilleur dans tel ou tel domaine. Ouais. Et la question, c'était est-ce que Vettori va pouvoir amener Whittaker au sol ? Et on a eu la réponse dès le premier round. Ouais. Et on a tout de suite compris que non, c'est impossible en fait. En fait, dès le début, Vettori, il vient, il l'emmène, enfin il essaie de l'emmener au sol. Et là, c'est tellement bien géré par Whittaker. Bras sous l'aisselle, juste ce qu'il faut, petite pression, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais quand t'as fait deux camps dédiés à Romero, je pense que en lutte, il a une défense de fou en lutte, Whittaker. Oui. Et puis surtout aussi, quand tu sais que les mecs s'entraînent avec l'équipe d'Australie de lutte, quoi. Ouais. Donc rien ne te fait peur. C'est-à-dire même si Vettori c'est un bon lutteur, il n'a pas un niveau olympique. Donc forcément, tu as déjà tout vu. Tu vois. Donc c'était trop bon. C'était trop beau. Et dès que tu voyais qu'avec. En plus qu'il est sorti avec facilité, en fait, qu'il a défendu avec facilité la au sol. C'était même pas une question de force. Non. Parce que je pense qu'en clinch, Vettori est plus fort. Oui. Mais techniquement, il y avait un monde. C'est ça. En fait, ouais, zéro force, que de la technique, que du placement, les bons leviers, tu sais, le bras sous l'aisselle. Ouais, il forçait pas pour sortir. Et voilà. Tout dans la fluidité. Mais de toute façon, dans ce combat, il n'a pas forcé. Non, pas du tout. Il était vraiment, il aurait pu faire. Il a déroulé. Là, vraiment, c'était une masterclass. C'est ça. Véritable masterclass. Et d'ailleurs, ça se voit, plus de touches significatives. Donc, Whittaker gagne à juste titre ce premier round. Et donc, on arrive dans le deuxième round. Et tu le vois dans l'inter-round, déjà entre le premier et le deuxième. Tu le vois sur le visage de Vettori, reste debout. Oui. Tu sens qu'il est pas bien. Ouais. En fait, il n'a pas de solution. C'est ça. Il attend de trouver une solution, il attend de parler avec ses coachs et tout. Et Whittaker assis, serein, il écoute son. Enfin, tu le sens, il est détendu. Il écoute son coin, il est focus, il est concentré. Vraiment, tu sens qu'en plus le game plan, il est fait aux petits oignons pour le coup. Et tu sens Vettori, tu sens une détresse. Vraiment, tu sens qu'il est pas bien, tu vois. Frustré. Ouais. Et deuxième round, on recommence. Toujours une belle gestion de distance de Whittaker. Vraiment. Et tutti, ça veut dire qu'il envoie les front kicks au corps. Il envoie les side kicks au niveau du genou. On en avait parlé dans l'analyse. Son jab. Et il commence à lâcher des high kicks. C'est ça. Et c'est là où il commence à lâcher des high kicks. Alors déjà, juste avant, tu vois que Vettori, lui, il frappe, mais il y a énormément de déchets. C'est-à-dire les trois quarts des frappes, elles touchent pas. Vraiment, elles touchent pas. Déjà en anglaise, il envoie ce qu'il envoie. Comme on a dit, Whittaker est toujours hors de distance. Et au niveau des kicks, il les envoie isolés. Donc pour quelqu'un comme Whittaker qui est déjà à une distance très éloignée, il voit tout arriver. Ouais, et puis en plus on constate que dans ce deuxième round, il met moins de pression. Donc il laisse plus encore d'espace avec Whittaker.
Et comme il laisse encore plus d'espace, il gère encore mieux la distance. Et c'est là où ça lui permet il prend la confiance grave d'envoyer ses high kicks. Ouais. Des high kicks qui sont bien pris en charge. Alors, Vettori, toujours solide. Toujours solide. Un guerrier, on le sait, un mur. Il n'a pas de la peau, il a une carapace, ce mec-là. C'est impressionnant. Et un mental de fou. Et ce mental de fou, et on pense, mais c'est notre. C'est pas prouvé encore. C'est pas prouvé. Et re-regardez le combat et vous allez penser comme nous. Il est blessé du bras. En fait, son bras arrière. Bras gauche. Donc, sur le bras qui prend le high kick, qui prend tout le high kick. À partir de la moitié du deuxième round, peut-être même un peu avant. Le langage corporel. On sent son bras qui se relâche, tu sais. Il le colle à son corps. Donc il bouge plus de là et il l'envoie plus du tout. C'est ça. Et en fait, il le colle à son corps, mais pas collé à son corps en mode j'ai une garde. Non. Collé à son corps en mode je suis blessé. Ouais. Limite, vous lui mettez une attelle, c'est le même pour que vous puissiez visualiser, c'est comme s'il avait une attelle quoi. Donc c'est vraiment il colle le bras au corps. Alors il le monte de temps en temps quand même parce que il y a le high kick qui monte et puis voilà. Mais on sent. Alors est-ce qu'il y aura une fracture ou est-ce que juste tu sais, c'est un hématome. Tu sais, des fois, tu prends tellement fort. C'est un peu comme on va faire une corrélation. Ouais. Le calf kick quand tu le prends et que Poirier contre McGregor, la cheville ne répond plus. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est pas une fracture. C'était en fait entre le mollet et le tibia. On en a parlé. Sur le deuxième combat. Sur le deuxième combat. Celui où il tombe KO. Où c'est pas une fracture, mais sa jambe, elle est morte, elle a été réalisée. Donc là, est-ce que ça serait une fracture ou est-ce que c'est la jointure entre l'os et le muscle de l'avant-bras et que tu sens que il peut plus bouger? Je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Toi, tu penses que c'est une fracture? Alors, je sais pas si c'est une fracture. Voilà, quoique si, je pense que c'est une fracture. Parce qu'en fait, ça, comme le calf kick, en fait. Alors, ok, ta cheville, elle répond plus. Là, ton avant-bras, il est tétanisé, mais ça revient. Tu vois, là, il fait un round et demi, comme ça, où il n'utilise plus son bras. Et tu sens qu'il n'y a plus de pêche du tout dedans. Parce que même en lutte, à un moment, c'est dans le troisième round, quand il rentre en lutte, tu sens qu'il n'a plus rien dans le bras. Oui, tu sens, effectivement qu'il a plus rien dans le bras, que l'amener elle est encore mieux gérée par Whittaker. Tu sens que quand il l'envoie, je crois qu'il l'envoie que 2 fois son bras arrière, et quand il l'envoie presque par réflexe en fait, parce que voilà, il est dans l'enchaînement. C'est ça. Mais après, il se rappelle très vite que merde, je peux pas en fait. Mais regardez bien, il envoie souvent en fait son jab crochet. En fait, avec le même bras, avec le bras gauche, et il envoie, et il fait tous ses enchaînements avec son bras droit, pardon. Mais son bras gauche, regardez bien, à partir du deuxième round, il ne l'utilise. De toute façon, vous allez voir, sur le high kick, vous allez tout de suite voir qu'il colle son bras et que c'est fini. Et là, c'est pas une erreur, mais à un moment, quand on voit qu'il est blessé, nous, on le voit, et Whittaker, il n'envoie plus d'high kick. Pendant un moment. Il en renvoie de temps en temps après, mais je pense que s'il avait vraiment forcé sur le bras, il le finissait. Bien sûr, et c'est bizarre aussi que son camp ne lui ait pas dit, enfin je sais pas ce qui s'est passé dans le camp, mais si, parce que dans le troisième il renvoie. Dans le troisième il renvoie. C'est dans le deuxième il renvoie plus d'high kick, et je pense que le camp a dû lui en parler, parce que dans le troisième il renvoie. Parce que et il y a même un moment justement où Vettori, qui ne peut plus bloquer le high kick. Et c'est là où vous allez voir aussi que ce bras, il est complètement mort. Et d'ailleurs, je comprends pas comment les commentateurs UFC d'RMC n'ont pas réussi à en parler, parce que c'était tellement flagrant. Il ne bloque pas le high kick, il se penche, en fait. Et il prend le genou. En fait, il anticipe le high kick. Il veut tellement pas le prendre. Et il prend le genou pleine tête, et d'ailleurs, il a été sonné un petit peu sur ce genou, parce qu'il s'empale dessus, parce qu'il descend vraiment fort dessus. Et vraiment, donc le langage corporel là vraiment pour le coup on n'a jamais vu Vettori comme ça en fait. Tu sentais presque de la panique des fois dans ses réactions, alors qu'il a fait 5 rounds avec Adesanya. Mais là tu sens de toute façon qu'il peut plus gagner le combat. À ce moment-là tu sens qu'il peut plus gagner le combat, parce que même comme tu disais, même en lutte, il y a un moment il rentre vraiment tu l'as dit, il rentre sur un single. À un moment il rentre sur le single, il se retrouve à la cage, il chope le double. Et t'as la défense de Whittaker qui vient saisir la Kimura justement sur son bras blessé. Et il le retire tout de suite. Il sait que. J'ai oublié celui-là. Non, c'est vrai. Mais de toute façon, tu le vois, quand il est dans l'interround, il est dans le doute entre le 2 et le 3, là, et c'est plus du tout le même. On voit dans ses yeux la détresse. Et ça, on l'a jamais vu de Vettori. Non, normalement, il est toujours focus. Toujours et comme tu as dit, en fait, il avance plus. Et à partir de là, ce mec-là, il peut pas gagner s'il avance pas. Il connaît que la marche avant. Il peut pas boxer en reculant.
Donc c'était foutu. Et puis c'est aussi là, dans le troisième round, où t'as Whittaker qui a aussi lâché beaucoup les coups au corps. Ouais, mais après Whittaker, mais je pense qu'il a compris. Il y avait plus de défense, il y avait t'as plus de pression de Vettori. Donc tu sais que si lui il avance plus, c'est qu'il y a un problème. Donc tu peux te lâcher. Franchement, il a vraiment fait une masterclass. C'est ça. Whittaker. Alors il a envoyé un message fort à la catégorie. Ah bah quand il dit de toute façon à la fin, il n'y a pas de champion, c'est moi le mec le plus dangereux. Enfin, tu vois, t'as compris quoi. Il a envoyé. Et c'est encore plus impressionnant de se dire que Adesanya il a fumé les deux quoi. Ouais. C'est un monstre. Adesanya. Ouais. Mais parce que alors, c'est un monstre, oui. Et alors juste une chose, attends, avant de parler d'Adesanya, qu'on finisse déjà sur ce combat-là. Après, on peut enchaîner vite fait sur la transposition avec Adesanya. On parlait donc effectivement tout à l'heure, ça avait été en 5 rounds. Tu sais, là, en fait, je suis partagé quand même entre le fait de me dire, oui, si le round avait continué, tu sais, Whittaker, il aurait été capable de le finir, mais à la fois, Vettori, il est quand même très solide. Je suis même pas sûr qu'avec un bras cassé, tout ça, ça se peut, il aurait pu tenir jusqu'au 5e round. Écoute, je ne sais pas. Ça vraiment, et c'est pour mettre au crédit de Vettori, vraiment, je ne sais pas. Parce que ce mec-là, quand même, parce que là, normalement, il y en a plein qui se seraient effondrés. Quand il tombe au sol à un moment, tu sais, et qu'il met sa main comme ça, moi je crois qu'il était en train d'abandonner. Non, juste il se protégeait avec sa main qui était encore safe, puisque l'autre bras il pouvait plus, et il arrive à se relever et il revient encore dans le moi je pense qu'à terme, il y aura eu le high kick de trop, tu vois. Et que même, je te parle au niveau du bras. Il y aurait le high kick dans le bras de trop et que tu sais il aurait eu son corps, même si lui il serait pas tombé KO, un peu comme Ferguson contre Gaethje, tu vois, quand ton corps il t'en veut plus, limite tu tournes le dos et l'arbitre aura arrêté. Ouais. La douleur en fait. Je sais pas, tu prends Jérôme Le Banner contre Ernesto, justement on en parlait tout à l'heure. Il a arrêté. C'est l'arbitre qui arrête. Ouais, mais pourquoi? Parce que justement, il a ce réflexe, Le Banner, quand il prend le middle, tu sais, de tourner le dos, son bras il descend, et mais c'est trop mal. C'est pas lui qui arrête, quoi. C'est l'arbitre. Non, oui, bien sûr. Mais en tout cas, ça aurait été. Je pense pas que ça allait au bout. Ouais. Enfin, mais je sais pas, c'est quand même une machine. Hein. Franchement, respect à lui parce que pour avoir subi ça, c'est une machine. Et donc pour Adesanya, en fait, que tu dises que c'est un mec qui est trop balèze, ouais, c'est vrai qu'il est fort. Il a un super striking. Mais je pense que surtout la chance qu'il a contre Whittaker, c'est qu'il a un style qui colle parfaitement pour contrer Whittaker. Et dans le deuxième combat, c'était mieux ce qu'il a fait Whittaker, ce qu'il a proposé. Il a fait des ajustements. Ouais, il a fait des ajustements. Alors, il peut très bien encore en faire sur un troisième, parce qu'à mon avis, si Adesanya ne monte pas... C'est un mec intelligent, Whittaker. Ouais. Et si Adesanya ne monte pas, il prend des informations. Donc, j'aimerais bien revoir un troisième combat pour les deux. Alors, il prend des informations, oui. Après, bon, il ramène quand même plus ou moins toujours la même chose. Oui, mais il le fait avec des timings différents, avec des approches différentes. C'est ça qui a changé en fait dans le deuxième combat. C'est qu'il s'est moins jeté, il a été plus patient parce qu'il sait que justement il se fait contrer par Adesanya. Donc ouais, il y a encore des choses à faire. J'aimerais bien revoir, mais à mon avis, comme on le disait lors de l'UFC, quand on regardait les combats, Adesanya, parce qu'il y a plus quelqu'un qui nous a posé la question, Adesanya il va. S'il passe Pereira, il monte. Ouais, il va peut-être monter parce qu'il a rincé tout le monde. Ouais. Là, il n'y aurait plus d'intérêt. Maintenant, 2 fois Whittaker, 2 fois Vettori, ça y est. À part attendre la sourdine. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit un assez gros nom pour qu'il l'attende, quoi. Donc bon. Allez, victoire, décision unanime, Whittaker, et on passe au dernier combat de la soirée. Un combat qui nous a fait nous lever du fauteuil, les amis. Et je m'y attendais pas. Et je m'attendais pas. Enfin, je m'y attendais pas. Oui et non. Parce que, non, toi tu t'y attendais parce que dès le début tu m'as dit je sens qu'il y a une couille avec Tuivasa. Ça fait longtemps là que je te le dis et je te disais il est venu pour niquer la fête et il est très clairement, il est 2h du matin, 2h30 très clairement capable de niquer la fête. Et c'est vrai que dès le début du combat, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Enfin, le rythme que met Cyril, c'est pas le même que d'habitude. Déjà, il est moins mobile, il reste plus face à lui. Bon, déjà, il n'arrive pas à prendre le centre d'office. C'est ça. On en parlait dans le premier podcast. D'ailleurs, quelqu'un qui m'en a parlé, qui m'a dit face à Ngannou et tout ça dans les commentaires. Mais effectivement, là, c'était clair, flagrant que c'était Tuivasa qui avançait et qui avait le centre. Alors, tu sentais quand même que Cyril Gane essayait de contourner pour revenir au centre, mais il le perdait très vite. Parce que déjà, il n'était pas aussi mobile que d'habitude. Il y avait beaucoup moins de mobilité. Tu sais, il était moins dans le sautillement, avancer, reculer, avancer, reculer.
Et je pense que c'est à cause des low kicks. C'est possible. Donc, parce qu'il a adopté aussi cette stratégie contre Volkov qui met beaucoup de low kicks, où il était beaucoup moins mobile. C'est ça. Il y a moins de feintes aussi, je trouve. Oui. Tu sais, de feintes de hanches, de mouvements parasites. Il y avait moins de tout ça. Ouais. Il y avait des jabs, il y avait des très bons jabs. Il y avait toujours ces bonnes esquives et tout. Ouais, mais tu parles sur tout le combat là. Non, même sur le premier round, non. Parce que dans le premier round, en fait, c'est pas passé grand chose en vrai. Il a pas beaucoup produit. Mais vraiment pas beaucoup. Parce que tu parles des jabs, tu parles de tout ça, mais en fait, finalement, il y a eu très peu de choses. Sur le premier round ? Ouais, dans le premier round, moi, en fait, quand j'ai marqué, il n'a pas pris le centre et pas assez mobile. Il s'est passé pas grand chose. Justement, je me disais, mais justement, il produit pas. Il y a alors, c'est dans le premier round où à un moment, il y a Tuivasa qui envoie un low kick. Ouais. Tu vois sa jambe qui. En fait, il prend les deux jambes. Ouais. Parce qu'il est de profil, Cyril. Et il shoot les deux jambes. Et tu sens qu'il est à deux doigts de le faucher. Mais c'est une barre de fer, sa jambe, Tuivasa. Une barre de fer. Une barre de fer. C'est du fer, mais il est fier. C'est un concept. Donc effectivement, ouais. Ouais. Il y a vraiment ce truc où ma crainte en fait se confirme. Tu sais, où je me dis, oulala, s'il reste comme ça, s'il n'est pas mobile, s'il n'envoie pas plus de frappes, s'il n'est pas, justement, ce qu'il a fait après par la suite, hein, mais s'il reste dans cet état d'esprit-là, il va se faire coucher. Et donc, fin du premier round, je suis pas confiant. Je suis pas bien. Je me dis, la soirée, elle va être gâchée. Là, pour l'instant, les Français ont fait un sans faute, mais là, ça va être gâché. Deuxième round, je sais pas ce qui se passe. Et il commence à développer un petit peu plus. Ouais. Il envoie beaucoup de coups directs, il envoie des middle, c'était la stratégie, on l'a compris après par la suite au fur et à mesure du combat, mais la stratégie c'était d'user en fait Tuivasa au corps, parce que déjà piqué, hein. Le cardio il est pas aussi bon que celui de Gane, mais tu sens qu'il commence à envoyer un peu plus de coups au corps, vraiment. Ce qu'on note, c'est la tentative d'amener au sol, où il est tombé face à un mur. Ah ouais, il va rentrer en double. Ouais. Je sais même pas si c'est single ou double. Non, c'est le double. Hein. Enfin, il est descendant. Il descend. Voilà. Il cherche une saisie. Et t'as Tuivasa, mais c'est même pas il essaye de défendre. Rien. Il avance un petit peu les hanches, quoi. Ouais. Et puis t'as Cyril qui rentre dans le mur et qui ressort. Ouais. Donc. Et peu de temps après qu'il se fait connecter. Hein. Techniquement, c'est là où tu vois qu'il y a un souci. Enfin, tu vois, on en parlait. Alors, il y a un gros écart de poids aussi. Hein. Tuivasa, il est dans le poids. C'est un mec qui cut pour être en poids lourd. Oui, sauf que, tu vois, le truc, c'est qu'on s'est posé la question. Il y a eu le combat contre Ngannou. Il nous a prouvé qu'il avait une bonne lutte, qu'il pouvait avoir des bonnes défenses et tout ça, mais qu'il y avait encore une marge de travail à faire. Mais ce qu'on avait dit, c'était surtout que sa force, c'était le timing. Sa force, c'est le timing. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Tuivasa, en défense de lutte, il n'est pas énorme. C'est pas le meilleur. Hein. Mais non. Logiquement, c'est vraiment, comme tu disais, si tu veux tester ta lutte, tester tes progrès, c'est le combattant parfait. Mais exactement. Et là, pouf, il a foiré le seul takedown qu'il a tenté. Et en fait, pourquoi il l'a foiré ? Parce qu'il est descendu comme ça. Mais parce qu'on lui a dit de plaquer comme au rugby. C'est vrai. Mais des plaquages, j'aime bien parce que Fernand Lopez, il essaye alors de toujours avoir un langage qui ne peut pas être compris par l'adversaire. Donc il parle en français quand c'est un étranger. Quand c'est un français, il parle en coréen, puisque des apchagi, trapchagi, fongchagi, il a chanté comme Chagi. Non, c'est Shaggy. Mr. Love. Mais là, rugby, c'est quand même, pour un mec en a fait en plus, c'est quand même un terme international. Ouais. Donc, je sais pas, quand il dit va chercher un truc de rugby, rugby, je pense que ça lui a parlé à l'oreille quand même. Un plaquage de rugby, je pense que ça lui a parlé. Bon, ça c'est. Voilà, il aurait peut-être dû essayer de le dire en coréen, mais ça se dit rugby pareil. Donc, ça se dit rugby dans toutes les langues. C'est comme elbow. C'est pas du taille. Non, ça c'est une private joke. Ça me comprend. C'est pas du taille. Donc le truc c'est ça. Mais là où il foire son coup, c'est que normalement, soit il enchaîne, il va commencer une action en boxe pour ensuite descendre, ou alors il va, il va faire une entrée en boxe, une deuxième la même, et la troisième il va anticiper la défense pour aller chercher au sol, ou soit sur une entrée Tuivasa. Sur une entrée Tuivasa. Ça aurait été parfait, parce qu'en plus tu vois que quand il rentre, il se jette Tuivasa. Oui. Mais le timing, il est vraiment parfait pour descendre sur ses entrées. Mais à chaque fois qu'il se fait amener au sol, c'est comme ça, de toute façon.
c'est parce que le mec, il envoie des parpaings qui arrivent de loin. Alors, il les envoie bien, il est précis et tout ça, on l'a dit, sa boxe, elle est précise, mais ça reste un mec qui envoie des coups circulaires. Il est précis, il est intelligent. Moi, il m'a surpris sur sa boxe. Et là, j'ai compris vraiment pourquoi il arrivait à toucher les gens. C'est que sur le premier round, on parle souvent de l'intelligence de Gane et tout. Mais il a été super intelligent, Tuivasa, dans le sens où il faisait des entrées, mais il n'envoyait pas les coups. Ouais. Juste, il faisait des entrées. Un coup, il rentrait à gauche, un coup, il rentrait à droite. Et il voyait comment il réagissait. Où sa tête était, à quelle distance elle était, quelle esquive il faisait. Et c'est après qu'il a commencé à déclencher. Ouais. Et il se rapprochait de plus en plus du menton sur ses entrées. Au fur et à mesure, début, il était loin, il affine. Et après, il se rapproche. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, pour revenir au sujet principal, c'est que sur l'amener au sol, effectivement, il n'y avait rien, il n'y avait pas de préparation. Donc pas de préparation contre un mec qui est un ancien joueur de rugby, forcément le mec il va te stopper. Tu vois. C'était même sur un mec de ce poids-là, tu ne l'amènes pas. Quand on dit il n'a pas de défense, faut quand même que ce soit bien fait. Oui, tu vois. Ouais, c'est pas genre tu rentres dans ses jambes, non, voilà. Loin de là. Non, il n'a pas de défense en général. C'est vrai. Si tu rentres dans une phase technique de lutte avec lui, logiquement, tu vas t'imposer techniquement. Ouais. Maintenant, si tu te jettes sur lui comme ça, non, il va pas bouger. 120 kilos. Ouais. D'ailleurs, il y en a eu d'autres où il a essayé d'amener, où ça n'est pas. Non, pas passé, il ne bougera pas. Donc voilà. Et c'est là, effectivement, dans ce deuxième round, où il y a eu la phase qui nous a fait nous lever du canapé, qui a été une des phases. C'est une des phases, de toute façon, les plus belles et les plus, avec le plus de rebondissements qu'il y a eu à l'UFC de tous les temps, je pense, cette phase-là. En tout cas, c'était une grosse phase de bagarre dans laquelle on n'est pas du tout habitué à voir Cyril Gane dans... Non, parce qu'il prend donc effectivement cet overhand qui le met knockdown, mais vraiment knockdown, il tombe sur le cul, mais avant ça, quand tu vois sur le... il se tend. Pour moi, il est KO. Ouais, mais parce que son corps, il se raidit, donc c'est vraiment le signe du KO normalement, il tombe sur les fesses, et là, il réagit, mais il récupère en une fraction de seconde. Au rebond sur le sol. C'est ça, en fait, le rebond le réveille. Et là, il fait deux choix. Un premier qui est pas bon, et il réajuste très vite. C'est-à-dire, le premier qui est pas bon, c'est qu'il se retourne, il donne le dos. Il essaie de se relever en fuyant. Sauf que là, gros crochet qui prend encore une fois. Donc, et c'est là que ça fait encore plus peur. Là. Ah ouais, donc gros crochet de Tuivasa qui touche vraiment le côté de la tête de Gane. Et là, Gane, il se dit non, c'est pas là. Il revient, il ceinture et il arrive à revenir sur une phase de lutte où ça repart debout. Et là, une fois que ça arrive debout, il nous fait le comeback de l'année. Avec deux middle d'affilée. Et un genou après. Et un genou et un uppercut au corps. C'est-à-dire qu'il fait 3 frappes au corps. Avec une violence. Le mec, tu sens qu'il est frais, qu'il est dispo. Mais violent. Ah ouais. Quand on dit une violence, c'est que le mec, Tuivasa, il se plie. Ouais. Là, tu sens que tu as piqué son orgueil. Et là où c'est là où tu vois la différence entre le début et... En fait, ça marque le tournant du match. C'est-à-dire que le début du combat, il est là, il se déplace pas, il frappe pas beaucoup, il envoie quelques coups au corps, mais c'est pas encore tout à fait ça. Vraiment, tu sens que y a pas de magie, tu vois. Et après ça, il commence à changer de mode, le beast mode, tu sais, où là, il commence à toucher dur, il fait mal. Mais l'enchaînement, il n'est pas fini, hein. Parce qu'il commence, il envoie les deux middle, il envoie le genou au corps. En plus, il envoie le genou avec élan. Ah, le genou, il fait mal. Ouais. Uppercut au corps, mais tu vois que Tuivasa, il en a pas fini. Non, il recommence dans l'échange. Il rebalance le crochet. Et c'est là où tu vois que Gane, il reprend un coup et tu sens que là, il a les yeux genre... tu sais, et là, tu te dis, putain, mais il va tomber, il va vraiment tomber. En plus, sur ces phases-là, pour moi, je me dis, là, il rentre dans le jeu de Tuivasa. C'est ça. La bagarre, c'est le jeu de Tuivasa. C'est dans le KO qu'il arrive à mettre les KO, justement. Donc là, il est au top. Vraiment, il est au top. Et ce truc-là, on est comme des fous. Pour moi, le combat, il se termine là. Le combat, il se termine là. Mais respect à Gane, qui a prouvé... Alors après, à juste titre, parce que son menton, le truc, c'est ce que je te disais, il est frais encore. Ouais. Il est frais parce qu'il n'a jamais connu ça. C'est la première fois, en fait, qu'il est touché véritablement au menton. Donc, il est encore très frais. Il est pas du tout effrité, son menton. Donc c'est pour ça aussi sûrement qu'il a réussi à tenir. En plus de ça, très bonne préparation physique, toujours, gros trapèze. Donc forcément, tu sais, ça aide à tenir. Hein. Mais il a quand même un sacré menton. Quoi. Donc, échange magnifique. Vraiment, pour le coup, là, c'était le tournant du match. Là, Gane, il est surmotivé. Il a reboosté à fond.
Il vient début du 3e round et là, c'est là où il commence en fait le travail de sape avec des coups au corps. Mais il a compris que c'était la clé. Hein. Bah, tu sens qu'il fatigue en fait, tu sens que ça marche. Parce que quand il a mis les 2 middle au corps et le coup de genou, tu sens que là, Tuivasa il plie. Souvent sur les personnes qui sont gras comme ça, les coups au corps ça marche pas forcément toujours. Pourquoi ? Parce que la couche de graisse en fait protège les organes. Hein. Ça protège les organes. Mais là, faut prendre les middle de Gane quand même. Hein. Il a des cuisses et des poteaux. Hein. Et puis la technique est belle. En fait, plus la technique est belle et plus ça fait mal. Ah mais c'est vraiment un middle Muay Thai, tu vois, c'est propre. Ouais. Enfin, tu sens que c'est super fort les côtes. Ouais. Et puis c'est front kick. En fait, ce qui est dans le 3e round. Les types qui est la pointe, c'est des coups de couteau. Tu le sens. C'est un truc de fou. En fait, tu sens qu'à chaque impact, il se plie comme si tu venais de lui mettre un coup de lame dans le ventre. C'est ça. Et puis en plus, c'est la précision, c'est-à-dire qu'il les met juste en dessous des côtes. C'est vraiment juste en dessous des côtes. Bam, bam, bam. Il y a même une phase où il fait genre qu'il l'a pris dans les couilles. Oui, ouais. Et Gane rigole avec lui. À deux bouts de ma gueule, et après il rigole. Il a voulu la jouer avec Ferrance. Mais même une fois où on sait pas trop s'il a joué la comédie en étant sonné ou pas. Tu sais ? Ouais. C'est ça. Il a voulu la jouer à l'esbrouf pour essayer de mettre le gros KO derrière. Ce qui est intelligent aussi. Ça a déjà marché par le passé. Donc voilà. Et donc alors les fronts au corps, et c'est là où il commence à fatiguer, et c'est là où il force en fait Tuivasa dans un dernier échange à foncer en fait sur Gane, qui a une lecture à ce moment-là qui est magnifique. Il vient, il décale, donc en fait il laisse passer la foudre, il décale, il envoie uppercut du droit. Là c'est vraiment cette uppercut en fait qui est le début de toute l'action. Uppercut du droit, et après il enchaîne. Petit truc où il envoie un petit marteau derrière la tête. Monsieur l'arbitre, c'était pas légal, mais on s'en fout. Ouais, mais en fait, c'était dans la continuité de l'enchaînement. Oui, c'était déjà le finish. Je rigole. Tu non, mais le mec est disqualifié là-dessus. Non, mais même moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit. Mais tu sentais que là, ça y est, il avait vrillé. Il fallait finir. Et c'était le moment. De toute façon, c'est pas qu'il fallait finir, c'est que quand tu vois. C'était la fin. C'est la fin. Et ça y est, il l'a touché, il l'a sonné et tout ça. Et là, donc, il continue son enchaînement. Il vient, Tuivasa à genoux au sol. Et puis là, il se termine. Voilà, il finit le combat. KO de Tuivasa. Magnifique victoire de Gane. Non, KO de Tuivasa qui tombe KO. Ok. Ouais, c'était dans ce sens-là. Oui. Donc, Gane qui remporte le combat, qui est en folie. Une grosse ambiance pendant son combat. Ah oui. Ça a chanté la Marseillaise. Si tu ne sautes pas, qui ne saute pas n'est pas français. C'est ça. Bah, Gane, il sautait pas. Il sautillait pas. Combat, c'est toi qui l'as fait la vanne. Il sautillait pas. T'as dit, Gane, il saute pas, il est pas français. donc ouais, non. Vraiment, là, tu sens qu'il exulte, il est content, il a gagné son combat devant son public. Il y avait toute sa famille qui était là. Sûrement le Fight of the Night en plus. Sûrement Fight of the Night, oui, sûrement. Oui, c'est même pas. Sûr. Ouais, c'est même sûr. Ouais. Pour Performance of the Night en tout cas. Ouais. Donc et Fight of the Night, ça sera peut-être Vettori, oui, je sais pas. Un main event comme ça pour un premier UFC Paris. Franchement, ça claque. Voilà. Ça claque. Voilà, parce que là, t'as des scènes pour les highlights qui vont être magnifiques. T'as des scènes qui vont passer sur internet dans tous les sens. Oui, bien sûr. Déjà le knockdown que prend Cyril Gane, il va tourner sur toute la planète. En termes de com, on est bien. Donc c'est parfait. Ça met en valeur les combattants français, ça met en valeur l'UFC à Paris, ça met en valeur beaucoup de choses. Donc ça c'est une. J'ai kiffé. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est que de toute façon, tout le monde aime la France. Je pense que tout combattant américain. Avec les Français qui aiment pas la France. Ouais, c'est vrai en plus. Je pense que tous les combattants américains. En fait, c'est pas comme un UFC en Allemagne où les mecs, tu sais, ça les fait chier d'y aller. Ouais. Je pense que tout le monde kiffera aller une fois en France et combattre. Ah, surtout à Paris. Et on l'a vu justement dans le public, en fait, les combattants présents. Il y avait Kamaru Usman, Francis Ngannou. Il y avait vraiment tous les grands noms de l'UFC que j'en fais le déplacement. Ouais, c'est effectivement, tu sens qu'il y a de l'engouement pour. Enfin, c'est un kiff de venir en France, de visiter la France. Ouais. Donc je pense qu'il y a un bel avenir. Et il y aura de plus en plus de mecs qui voudront faire un combat en France. Ouais, c'est clair. En tout cas, ne serait-ce que pour visiter en fait. Tu vois, te dire je vais combattre en France. Et ce que j'ai kiffé, c'est que tu sentais que là, voilà, rien à voir, je reviens sur le combat, mais que Gane et Tuivasa, ils allaient faire la fête après ensemble. C'est vraiment ça. Alors pour le coup, c'est vrai que ça dénotait avec le combat d'avant. Avec ce qu'on disait au tout début dans la promo. Ah oui, ouais. Où ils étaient trop potes, on sentait pas d'animosité, tout ça. Et ça, on veut le voir après. Mais dans le combat, c'était la guerre.
Ouais. Il n'y a pas de pitié. Ah mais tu vois, tu fais vraiment le truc, tu sais un peu comme Derek Lewis et Gann. Tu sais qui, même si tu sentais qu'il n'y avait pas d'animosité, mais ils essayaient de vendre le combat. Tu vois, tu le fais avant. Pendant le combat, c'est la guerre. Et après, ils sont potes, ils vont boire des verres en boîte dans des chaussures. Tu vois, pourquoi pas. Tu vois, là, moi, je kiffe ce cheminement-là. Le fait, par contre, qu'ils fassent bras dessus, bras dessous. En fait, ils ont voulu trop faire le côté romantique français, quoi. Ils ont fait ça dans le sens où il n'y a pas de pay-per-view, donc il n'y a rien à vendre. Ouais. Tu t'en fous sur ça. Tu vois. Ah, ça aurait été un numéroté, je pense pas qu'il l'aurait tourné comme ça, le truc. Je sais pas. À voir. Mais en tout cas, c'était un magnifique combat. C'était un bel UFC. C'était un carton plein pour les Français. Et ça, c'est bien. Donc vraiment, 5 combattants, 5 victoires. 5 combattants, 5 victoires. 2 KO, 3 décisions. 2 KO, ouais, magnifique. Donc c'est pas magnifique, le public c'était plein. Ouais. Bercy, là, tu vois, une grosse ambiance. Le seul problème, encore une fois, c'était les commentateurs. Je peux me faire de potes, mais c'est une catastrophe. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Je sais pas si parce que moi j'ai pas l'habitude de regarder les. Je regarde pas RMC. J'ai SFR, mais je regarde pas RMC parce que j'ai pas pris la chaîne. Et puis parce que je regarde les combats en différé le lendemain matin sur MMHR ou MMA Core. Je suis un fraudeur. Et donc voilà, donc j'ai les commentaires américains. Et à chaque fois que je regarde un UFC avec les commentaires français. C'est qui commentait là? C'était Antoine Simon, donc lui il jouait son rôle et tout ça, mais c'était Amoudi là. C'est ça? Non. Ah oui. Ouais, et pourquoi c'était pas Taylor? Et il y avait Taylor aussi. Taylor, il était pas en plateau Non, il était en plateau. Ouais, il était en plateau avec. En fait, le problème c'est que les mecs sur le plateau étaient meilleurs que les mecs qui commentent. Tu vois? Moi je préfère voir un Chris Guénache commenter. Oui, que de faire des analyses, ouais. Que de faire les analyses entre les combats. Ouais, je le préfère aux commentaires. Je suis d'accord. Donc ouais. Non, à Moody, j'ai vraiment un problème. En fait, le truc, c'est qu'ils veulent trop. Ça sera juste pour fermer la parenthèse sur cette UFC, mais ils veulent trop faire comme font Joe Rogan, Cormier, tout ça. Et en fait, ça colle pas. Il ferait bien de trouver leur style. Et puis, comme on a regardé, et c'est vrai, les gens qui étaient avec nous, comme on a regardé les combats avec les commentaires américains de la carte préliminaire, après par la suite, en fait, je sais plus qui c'est qui nous a dit que je comprends pas ce qu'ils disent. Mais tu sens que c'est intéressant. Non, mais c'est même pas ça, si, parce qu'elle comprenait l'anglais. Mais elle disait, en fait, il parle des combats. C'est technique, c'est ça. Techniquement, il te raconte ce qui se passe, etc. C'est ça. Il parle pas des à côté, du public qui a d'ici, ou du machin qui a fait ça, ou de quelle boisson ils vont prendre après. En fait, le problème, c'est que tu sens que les commentateurs, là, en France, ils essayent de meubler, parce que techniquement, ils sont pas au point. C'est ça. Et ça, c'est un vrai problème. Et même sur d'autres trucs, enfin, tu sais, quand avant le combat, un truc qui m'a choqué, qui nous a choqué tous les deux, Vettori contre Whittaker, on verra après ce combat, en fait, qui va devoir changer de KT. Limite, sa carrière est finie, c'était ça. Limite, la carrière est finie une fois pour le perdant du combat. Mais attends, on parle d'un Vettori qui a une carrière qui a débuté il y a pas si longtemps que ça. On parle du numéro 2 et du numéro 3. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas parce qu'ils perdent ce combat-là que derrière leur carrière est finie. Enfin, tu sais, ils peuvent encore se réinventer, ils peuvent encore revenir, et puis voilà, ça fait partie du jeu aussi. Gagner, perdre, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être invaincu. Et puis il y en a plein qui ont perdu, qui sont revenus, et puis ça se trouve, Whittaker il va refaire un combat, il va arrêter sa carrière. Enfin, il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte. Non, on parle du top mondial. Mais oui. Je vois pas en quoi une défaite enfin, peu importe lequel des deux aurait perdu, ça aurait rien changé à sa vie en vrai. Mais non. Ça n'aurait pas eu de valeur sur le fait que ça y est, il est dépassé ou autre. Là, le fait que Whittaker ait fait une masterclass contre Vettori, ça veut pas dire que Vettori il est nul. Mais ça veut pas dire Vettori il va encore battre 95% de la catégorie. Mais oui, et puis ça veut pas dire qu'il faut qu'il change de catégorie. J'aimerais faire un podcast là-dessus sur cette faculté qu'ont les gens à vouloir que quand on gagne, on monte de KT et quand on perd, on descende de KT. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment ce truc. Je comprends pas. Enfin, laissez faire la carrière des gens. Arrêtez de penser toujours à ça. Enfin, c'est trop rapide. Donc voilà. Donc ça, c'était la parenthèse sur le plateau et les commentaires français. C'était quand même très dur à entendre. Très très dur à entendre. Enfin, laissez-nous la place, on va essayer. Non, je rigole. Ça se trouve, on serait nul là-dedans. Ça à tester. En tout cas, très satisfait de cette UFC. C'était vraiment sympa pour un UFC Fight Night. Ce premier UFC en France, franchement, c'était bien. Il nous tarde d'en voir un autre.
Peut-être qu'on sera en présentiel la prochaine fois, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, vraiment, c'était top. C'était vraiment top. Belle UFC. Et puis voilà. Voilà. Ouais. Très content de faire ce petit débrief aussi. Ouais, mais c'est la première fois qu'on regarde un UFC ensemble, je crois. En live? C'est même pas, je crois. C'est la première fois. On les a regardés en étant au téléphone, mais jamais en live. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, fallait marquer le coup. Bon, messieurs, dames, en tout cas, merci pour votre écoute, parce qu'on a 1h30 de podcast, encore une fois, on a toujours fait le plus court possible. Bon, ça va encore. Donc voilà, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Ciao!